France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 30 novembre avec cette question du jour. Devant les Français en Argentine, le président Emmanuel Macron a dit qu'il ne faut céder à aucune provocation, il ne reculera jamais, a-t-il rappelé. A-t-il raison de rester sourd aux demandes des Gilets jaunes? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous ferons évidemment un focus sur le G20 qui débute aujourd'hui en Argentine. Un tour d'horizon de l'actualité de la semaine, de cette récap de ce vendredi en compagnie de Tarek Mami et de Fatima Wassak dans quelques instants. Grand forum, merci d'être avec nous en direct. Votre émission, votre talk de fin d'après-midi, 16h, 18h, avec un beau duo aujourd'hui. Tarek Mami, salut, bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et une revenante, Madame Fatima Wassak. Comment ça va Fatima? Bonjour à tous et à toutes, ça va? Très très bien. Alhamdoulilah, ravi de te revoir en tout cas. Ravi également d'être bon, avec Tarek de quoi aussi. qu'il y a de quoi commenter aujourd'hui. Oh, il va y avoir de belles passes d'armes, je le sens. Mais on va... On est d'accord sur rien, on est d'accord sur tout, c'est ça? C'est ça, un peu ça, voilà. On va faire un petit tour, si vous voulez bien, du côté de Marseille, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alors, c'est pas la défaite de Marseille 4-0 hier, non. C'est un magasin... C'est pas la victoire du Qatar, excusez-moi, du Qatar. Non, c'est pas du Qatar. Du PSG, Oui, pardon. non, mais Paris Saint-Germain. Voilà. Nabil, bonsoir. Bonsoir Christophe et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir David. Nabil, que vous connaissez parce qu'on a relayé l'affaire Aldiscount du côté de Tremblay en France. Nabil, qui est un commerçant et qui ouvre avec un associé, je crois, du côté de Marseille, une surface discount. Voilà, c'est tout à fait ça, une grande surface discount, puisque bon, il manquait un petit peu du discount parisien à Marseille, comme je te dirais. C'est bien. Non, faut pas Ça, dire c'est parisien. Faut David, un conseil d'amis. Oui. Dites juste, il manquait un discount. Et retirez le parisien. Non, mais je préfère préciser, Tariq, qu'il manquait. Assume, Nabil, c'est bien. À nous, il nous manquait une petite touche pour faire le chauvin, comme tu nous connais un peu. Ouais. C'est pour ça que j'ai bien précisé la petite touche parisienne. Ils m'en voudront pas parce qu'ils savent tout l'amour que j'ai pour les Marseillais. C'est pour ça que je suis venu à Marseille exprès pour ça aujourd'hui. Voilà, pour les soutenir, pour pousser un petit peu et en sachant que nous aussi on a le marché international qui est Rungis et tout se passe là-bas. C'est pour ça que je te dirais on a une petite longueur d'avance sur eux, mais ça se passe très bien puisqu'on est des vrais amis. Voilà, on a les mêmes valeurs. C'est pour ça que quand je dis ça, c'est pour les titiller un peu, mais ils savent ce que j'ai au fond du cœur en fait. Oui, bien sûr. Et ils vont te convertir à aimer l'OM, tu verras d'ici 2 ans. Ouais, j'ai peur de ça, mais bon, ils ont du boulot. Ouais, bon. Alors Nabil, On va commencer par ça, comme ça. T'es bien reçu par les éditeurs de France Maghreb 2. c'est quoi le discount là-bas que tu ouvres alors, Nabil? Eh ben, en fait, c'est un peu le même système que nous, mais en fait, c'est vachement plus dédié aux gros demi-gros, et détaillant, mais beaucoup plus dans le demi-gros, avec une grande boucherie qui va faire beaucoup de coûts pour les commerçants, et beaucoup de discounts au niveau de tout ce qui va être charcuterie, gâteaux, toutes ces choses-là. Très bien. Alors- T'as dit mais ça donne pas Oui. envie. Alors, Ouais. alors ce qu'il faut pour Pour les un halal, auditeurs. bien Non mais le halal, Oh, Fatima. Non. Ça que c'est halal, bien sûr. C'est pas Bien juste sûr. halal, il faut que ce soit bon quand même. Ah oui, c'est bon la Oui, charcuterie. oui. Voilà. Non, mais le pire, c'est qu'en plus Voilà. d'être bon, c'est halal. Ça veut dire on est sur deux options en plus de ça, vous voyez. Alors c'est ouvert au grand public, Nabil, hein? Oui, c'est ouvert au grand public. Avant, c'était que professionnel. Ouais. Et là, voilà, mon associé Samy, voilà, je lui passe un grand bonjour puisqu'il doit nous écouter. Je l'ai pas encore vu, je l'attends. Et voilà, qui a décidé en fait, voilà, qu'on a grandi un petit peu puisque on a des facilités nous sur Paris. C'est pour ça qu'on va lui faciliter à lui. Voilà, on avait juste un petit souci de logistique. On a tout réglé. Voilà, on va pouvoir faire profiter les Marseillais de tous nos bons plans. Qu'est-ce qui se passe demain à midi, Nabil? Qu'est-ce Voilà. qui se passe demain midi? L'adresse et qu'est-ce qui se passe? Demain midi, toute la journée plutôt. Toute la journée va se passer qu'en fait, ça va être un moment festif. Il va y avoir des super bons tarifs. Il va y avoir de la dégustation de nouveaux produits. Voilà, en halal. On va envoyer Fatima pour goûter, comme ça elle dira si c'est bon ou pas. Elle nous dira, bien Moi, sûr. je suis végétarienne. Et puis demain, on sera en direct. Je vous ferai des vidéos, tout ça, sur tout ce qu'on va
qu'on va mettre en place. T'as pas peur des gilets jaunes, Passer Nabil? Une bonne journée. Nabil, t'as Non, pas peur mais des c'est gilets nos jaunes? amis, on les invite, tiens, pour des gilets jaunes. Ouais, s'ils veulent se par là, restaurer. Voilà, s'ils passent sur le boulevard Gay-Lussac, dans le 14e, y a pas de problème, avec plaisir, on les invite, c'est nos amis, et franchement, aujourd'hui, je suis tout cœur avec eux, un petit dédicace, je suis tout cœur avec eux parce que, franchement, j'ai pas le temps de manifester avec eux, mais en tout cas, voilà, je les soutiens, et s'il y a besoin de quelque chose, ils passent par Villepinte, s'ils veulent des boissons, ils veulent quelque chose pour reprendre des forces, pour batailler, on est là, on les soutient, et s'ils passent à Marseille, à Villepinte ou dans le 77 à Lagny-sur-Marne, voilà, tous nos points de vente sont à leur dispo. Ils ont besoin de reprendre des forces, il n'y a pas de souci, on est là. Bon, Alors, demain. on va préciser peut-être l'adresse. Est-ce qu'il y a un métro? Est-ce qu'il y a un bus? Est-ce que tu es devenu assez marseillais pour connaître le bus et le métro? Oui, non, je suis pas assez marseillais pour ça, je te cache pas, mais je pense pas qu'il y ait des bus là-bas, parce qu'en fait, c'est une zone industrielle. C'est pour ça que je te dirais, on va profiter aujourd'hui, l'avantage de tout commerçant, en tant que tout commerçant, on essaie de chercher les meilleurs tarifs et les meilleures choses. C'est que il faut savoir aussi pourquoi on est à des bas prix, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de s'installer dans une zone complètement industrielle, c'est-à-dire que le loyer est vraiment peu cher par rapport aux zones en fait, dans les centres-villes. Et à partir de là, on peut vraiment faire profiter, en fin de compte, le bas prix des charges. Ça profite aux clients derrière. L'adresse, Nabil, pour demain, s'il te plaît. Alors c'est 21 boulevard Gay-Lussac. D'accord, à Marseille, dans le 21 14e. boulevard Gay-Lussac dans le 14e à Marseille. Voilà. Tout Marseillais qui se respecte doit connaître. Voilà. Bon. Et franchement, vous allez voir, vous n'allez pas regretter demain. Il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Merci, cher Nabil. Rendez-vous demain. Merci, Ok. Nabil. À plus. Je t'en prie. À plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous, l'équipe. Merci. Au revoir. Voilà. Tu es végétarienne, Fatima? Bah oui, je suis Tu végétarienne. ne manges pas de Mais alors- viande? mais Rien. alors, en Que dalle. particulier pour ce qui concerne la charcuterie. Ah bon? Discount. Non, il a d'abord dit qu'elle était discount avant de dire qu'elle était halal. Donc charcuterie discount, je me demande à quoi ça. Ah non, ressemble. c'est bon. Franchement, je t'assure, Ah, j'ai d'accord. mangé. Ouais, non, c'est bon. Ok. C'est du, Alors- non, alors, pour le coup. Il est parti, Nabil, mais alors pour juste en termes de com. On est à l'antenne ou pour pas la Oui, viande. oui, on est à l'antenne. On est voilà. à l'antenne. Mais alors pour la viande, en termes de communication, il faut éviter de dire discount pour la viande, je t'assure. Voilà Parce pourquoi que quand discount. tes parents, Non, en non. fait, et que tu cherches Alors, la pourquoi- meilleure alimentation pour tes enfants, Alors pourquoi discount? il y a d'autres mots. Non, parce que pourquoi discount il fait? Parce qu'on a eu ce sujet à plusieurs reprises. Parce qu'en fait, il va acheter les produits qui ont encore une durée de vie d'une petite semaine pour baisser le prix au maximum. Et après, bien sûr, il jette quand c'est Voilà, pas mais vrai. tu peux l'appeler Voilà. autrement. Parce que c'est vrai que discount, t'as l'impression que pour la viande, tu vois, tu sais pas quoi tu. Et comme en ce moment, il y a toute une réflexion, un débat sur la qualité nutritionnelle de ce qu'on Alors, donne aux enfants, etc. qu'est-ce que vous proposez comme terme? Ah non, moi je suis pas, Non, mais comme je suis ça, pas nous, dans, on la, va le dans, la- dans le proposer. marketing. Je te Non, dis juste, en non, tout mais cas, je sais ce qu'il faut pas mettre. Parce Je que nous, sais on ce va qu'il le faut pas vendre. dire. Parce que le mot, nous, on va le vendre à Nabil. Hein, si vous nous Mais faut trouvez me le bon payer, mot. faut me payer. Et le nombre de boucheries qui te vendent des produits, t'as de la viande, avec, je sais pas, 10 kilos de cuisses de poulet pour à peine 10 euros. D'ailleurs, nous, Là, on mais les tu dis que diffuse ça pas. me vend, mais moi je les achète pas. Ouais. Mais Non, bon, mais au contraire, voilà, pour je le suis coup, pas- non, pour Nabil, en tout cas, j'ai goûté ces Ouais. produits, c'est du très Non, bon, mais c'est je- du. Bah, il achète J'en après. doute pas. Il a une après excellente huile court d'olive terme. d'ailleurs, Voilà. d'Algérie, Voilà. de Kabylie. Oui, et il importe beaucoup, contrairement à ce Ah qu'on oui, peut oui, penser, oui, à beaucoup de 80%, produits qui 70 viennent à d'Algérie, 80% qui viennent du d'Algérie. Maghreb, les gâteaux, les choses comme ça. Donc, non, c'est l'ami Nabil qui a réussi à Paris et qui maintenant va à Marseille. D'habitude, on fait le contraire. Les gens réussissent en province, ils montent à Paris. Mais lui, apparemment, il a fait le chemin contraire. Il a réussi à Paris et il descend en province. Bon, allez, on va enfiler notre gilet jaune. Non. Depuis 11 jours, nos forces protègent les manifestants. Elles font face aux initiatives de quelques milliers de personnes qui agissent de manière désorganisée, sans déclarer ses intentions, au mépris également des règles élémentaires de sécurité. Moi, je pense que quand il y a une crise sociale de cet ordre, il y a toujours un moment où il faut qu'il y ait un signe, un symbole. Et si c'était celui de la taxe carbone, Utiliser l'écologie pour faire des impôts, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé parce que les Français sont intelligents et ils ont reproché à ce matraquage fiscal deux choses, son injustice, d'une part, et d'autre que vous part, diriez l'instrumentalisation de l'écologie. Quelle revendication aujourd'hui un document que l'on dit issu d'une consultation en ligne à laquelle 30 000 personnes auraient pris part a été adressé aux députés pour réclamer une quarantaine de mesures. Je vous en cite quelques-unes. 0 SDF, le SMIC à 1 300 euros, le salaire maximum à 15 000 euros, parking gratuit dans les centres-villes, création d'emplois pour les chômeurs, retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, retour au septennat présidentiel. Est-ce que c'est pas irresponsable de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire
Je serai samedi sur les Champs-Élysées alors que les autorités veulent éviter justement ce qui s'est passé samedi dernier. Écoutez, c'est aux autorités de maintenir l'ordre public et de garantir le libre droit de manifester aux concitoyens. Des élus locaux comme le maire d'Évreux viennent aussi donner des conseils, parfois surprenants. Comment faire pour se faire le meilleur moyen, c'est de bloquer la préfecture. On l'a fait hier. Oui, j'ai vu. Nous avons décidé de fermer les Champs-Élysées à la circulation, de les fermer de façon hermétique, mais d'ouvrir aux piétons qui souhaitent venir. D'abord pour soutenir les commerces parisiens, les commerces des Champs-Élysées. Mais il y aura des contrôles d'identité systématiques, des contrôles de sacs pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense qu'on est au moment où il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on parle jusqu'à ce qu'on comprenne quelles sont les voies pour avancer. Donc là, vous vous engagez personnellement à ce qu'il n'y ait pas les mêmes débordements que samedi dernier. Mais comment voulez-vous que je réponde à votre question ? Moi, je ne sais pas si vous pouvez vous engager à augmenter l'audience du journal simplement en le déclarant. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, ça fait rire Tarek. Oui. J'adore. On devrait embaucher cette journaliste pour qu'elle augmente le nombre d'auditeurs de France Maghreb 2. Bon, on n'a pas besoin. On s'en charge. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une première depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes du 17 novembre dernier. Plusieurs porte-paroles ont été reçus cet après-midi par Édouard Philippe. Alors, un rendez-vous qui a tourné court, puisque beaucoup sont sortis parce que en fait ils voulaient que ça soit filmé intégralement, retransmis même à la télé. Ça a été refusé par Matignon. Service communication politique avec les Gilets jaunes, on sait plus trop avec qui parler finalement parce qu'il n'y a pas de réelle représentation, pas de réel porte-parole. Tiens Fatima, sur les Gilets jaunes là, ce mouvement, de quel œil tu le vois ? Déjà un petit mot quand même sur la dernière petite phrase de Castaner qui dit, le ministre de l'Intérieur, donc qui répond à la journaliste, mais non, je peux pas m'engager à maintenir, à garantir l'ordre à partir du moment où vous-même pouvez pas vous garantir qu'il y aura une augmentation d'audience, etc. Moi, j'invite les auditeurs et les auditrices quand même à apprécier l'hypocrisie vicieuse de Monsieur Castaner quand même qui pour décourager en fait les bons pères de famille, les mamans, voilà les gens sans problème en fait, pour les décourager de venir manifester, en fait ne garantit pas qu'ils seront en sécurité. Tu vois, c'est vraiment pour leur dire, mais c'est pour laisser planer un peu l'idée qu'il pourrait y avoir. Et puis la peur que tu vas être matraqué, que tu vas prendre du gaz lacrymo, que tu vas être embarqué peut-être par la police, etc., tu vois. Donc c'est vraiment comment ne pas rassurer sur de l'insécurité pour décourager le maximum de monde de venir. Bon, voilà, petite parenthèse. Concernant le mouvement des Gilets jaunes, moi je trouve ça très très bien. Je trouve ça très bien. Voilà, vous avez vu ces derniers mois, ces dernières années, il y a un certain nombre de politiciens, d'intellectuels de droite, enfin parfois de gauche même, ce monde politique qui, les Zemmour et compagnie, tu vois, pour situer un petit peu, qui prédisent qu'il va y avoir un mouvement de masse en France, un peu à l'image de ce qui se passe en Allemagne ou en Pologne, un petit peu en Grande-Bretagne, de masse comme ça de population qui vont déferler dans les rues avec des mots d'ordre anti-migrants et anti-islam et anti-noir et anti-arabe, etc. Tu vois, Zemmour c'est ça, hein. Zemmour c'est la guerre civile, on parle d'insécurité culturelle, etc., y compris parfois à gauche. Enfin voilà, tu vois, il y a tout ce truc-là autour des Français en ont marre des femmes voilées, ils en ont marre de Mariam Pouchtou, ils en ont marre de Ménel, ils en ont marre de Médine, etc., tu vois. Donc de voir que le mouvement qui a lieu en ce moment, donc c'est des centaines de milliers de personnes, n'a rien à voir, en tout cas dans les mots d'ordre, je parle bien des mots d'ordre, des directives, n'a rien à voir avec l'islam, avec les migrants, avec les noirs et les arabes, etc. Ça, déjà, je trouve ça très bien. Voilà, c'est un mouvement social sur une question sociale. Voilà, la question de la fiscalité, la question de l'injustice sociale, cette question de taxe, c'est vraiment une question sociale. Donc, intéressant cette réflexion, Fatima. Qu'on devrait s'en réuir déjà. C'est vrai que moi j'avais remarqué, vous en avez fait part, cher Tarek, ainsi qu'à nos amis du groupe qu'on a en commun, c'est que j'ai remarqué que la plupart des sionistes, pour ne pas les nommer,
sont contre les gilets jaunes. Je me suis demandé pourquoi. Eh ben peut-être que Fatima a quelque part un peu raison, c'est qu'eux ils espéraient une révolte, mais pas comme elle apparaît comme telle, mais une révolte anti-immigrés, parce que le danger pour eux c'est l'islam, le danger pour eux c'est les quartiers populaires. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont pas si sincères que ça dans leur islamophobie bancale là et dans leur racisme bancal. Non, moi je pense que c'est ce qu'on appelle les bouffons du pouvoir, c'est-à-dire que t'as le pouvoir Macron, voilà, c'est un pouvoir libéral. Souvent c'est des gens, ils sont de classe bourgeoise, ils sont de classe dominante. Ça les arrange Macron, donc ça les arrange parce que voilà, ça leur assure, fiscalement, en termes de revenus, en termes de ça leur assure des privilèges. Donc ça les arrange pas du tout que Macron tombe. Donc ils essaient de trouver comme ça tout ce qui peut détourner la masse, détourner le peuple de la critique du pouvoir macroniste. Bon, alors qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce qu'ils ont agité depuis plusieurs mois et voire plusieurs années? Ils ont agité le chiffon rouge qu'est l'islam, que sont les migrants, etc., etc. Et ça ne marche pas. Et c'est pas et là-dedans on a tous les laïcards là, les islamophobes là qui arrêtent. Je te dis tous ceux qui ont lancé la campagne par exemple contre Mariam Pouchtou. T'avais l'impression que c'était la fin de leur vie de voir une femme qui porte un foulard être à la tête d'un syndicat régional, tu vois, même pas régional d'ailleurs. Mais donc tout cela, moi j'imagine à quel point ils doivent être vers de terre, à quel point ils doivent, ils ont pas vu le truc arriver du tout. Ils doivent être dégoûtés de leur vie. Voilà. Et rien que pour ça, moi je trouve que déjà, ça il faut saluer parce qu'on aurait pu avoir autre chose. Tu vois, il y a quelques mois, moi je me disais, effectivement, les Français, on est en train de leur chauffer la tête médiatiquement, politiquement, sur l'islam, sur les migrants, etc., etc. Bon, on n'est pas là. C'est vrai que ça change un peu. On a oublié un peu l'islam. Là, c'est autre chose. Et voilà. Et sur ce mouvement social, moi je pense qu'il faut en être. Voilà, c'est un mouvement social. Ça rejoint pour partie des revendications qu'on peut avoir dans les quartiers populaires. Moi, je milite dans les quartiers populaires. Ça rejoint pour partie, pour plusieurs raisons. Je sais pas si on a le temps un petit peu de développer, mais une des raisons à laquelle on pense peu, c'est la question écologiste. Alors tout à l'heure, Ségolène Royal disait que il y avait instrumentalisation de l'écologie. Non, moi je pense qu'il faut aller plus loin. Il n'y a pas instrumentalisation de l'écologie. Il y a la possibilité pour les écologistes sincères de repenser leur écologie. C'est-à-dire de dire, c'est pas normal que ce soit des classes populaires et des classes moyennes qui payent pour des grands groupes, pour des grandes entreprises qui polluent le monde, qui polluent la terre, qui payent pour qu'ils aient le droit de polluer. Donc c'est pas la lutte contre l'instrumentalisation de l'écologie, c'est de dire nous on est pour une écologie politique, nous on est pour un changement de système. Voilà, on change le système, c'est-à-dire que ce système de prédation, ce système capitaliste qui est basé sur un rapport donc de domination entre les pays du Nord et les pays du Sud, un rapport de domination entre les plus riches et les plus pauvres, nous on n'en veut plus et donc on veut remettre en question le système. Donc je pense que même pour les écologistes, ils peuvent se saisir de ce mouvement social. Après il y a d'autres raisons et on peut en parler au fur et à mesure. On en parlera et on invite d'ailleurs les auditeurs à prendre part à cette discussion. Moi je vous pose la question, est-ce que Emmanuel Macron, Tarek, a raison de rester sourd finalement aux demandes des gilets jaunes, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse manifestation, il est pas là, il se trouve que ça correspond avec le G20, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais il a fait exprès de partir quoi. À chaque fois il est pas là, en tout cas il est pas à l'Élysée. Non, il a peut-être pas fait exprès pour qu'il soit absent. Non, mais est-ce qu'il a raison de rester droit dans ses bottes, j'ai envie de dire, et de dire non, moi je ne changerai pas le cap, parce que on l'a fait trop souvent dans ces différentes dernières années. Les politiques se sont toujours couchés, moi je ne me coucherai pas. C'est un peu ce qu'il a dit en substance hier en Argentine. Alors, cette question, moi, ce qui me gêne avec les gilets jaunes, c'est que les gens veulent que ce soit jaune du côté des jaunes, ou rouge, noir, vert, ou ce que vous voulez, du côté du président de la République et du gouvernement. La question est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que si, spontanément, on doit être aux côtés de l'essentiel des gilets jaunes, parce que les revendications sont légitimes, il faut en face mettre la réalité économique, politique et sociale. Dire on arrête les taxes, ok, on arrête les taxes. Et demain, avec quoi ce pays va construire ce qu'il a à construire à partir du moment où on accepte où on constate qu'on est dans un système économique libéral que la majorité, y compris parmi les gilets jaunes, ne sont pas prêts à mettre par terre. Aujourd'hui, on a vécu... Je ne suis pas d'accord. Oui, non, mais c'est pas grave. Je le dis tout de suite. Non, mais c'est pas grave, je vous ai laissé exprès 15 minutes pour pouvoir donc développer l'idée. Oui, il n'y a pas de problème. La bataille des idées, historiquement, depuis le XVIIIe siècle, marche sur deux pieds. Le premier pied, ce sont les libertés acquises par les peuples, qui ont payé
qui ont payé les prix ici en France, avec la Révolution française, dans les pays du Maghreb, puisqu'on est France-Maghreb 2, et partout dans le monde, pour obtenir un minimum de liberté. Et ceux qui arrivent au pouvoir dans tous ces pays n'ont qu'un objectif, c'est limiter à chaque fois les libertés pour pouvoir reprendre le contrôle du corps social. Donc celui-là, c'est le premier pied. Et le deuxième pied, c'est l'économie qui, de communisme au capitalisme, a donné ce que nous connaissons dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie capitaliste néolibérale qui est la fin des fins, comme dirait Karl Marx, de système suprême du capitalisme. Le premier capitalisme a été un capitalisme d'exploitation humaine, mais de production de richesses. Aujourd'hui, ce capitalisme est devenu encore plus nocif, puisqu'il est toujours exploitant des citoyens et des êtres humains, et qu'il n'est même plus productif, ni de travail, ni d'assurance, ni de production. Et tous les patrons, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un a une entreprise qui marche bien, il ferme ses usines en France, en Europe, et il va produire en Chine pour exploiter, y compris les gosses quand il s'agit de ballons de football. Et nous tous, en tant que citoyens, surtout les hommes et les femmes qui aiment le foot, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder tous ces stades avec tous ces ballons qui sont fabriqués par des gamins de 7 ans dans tous ces pays, on trouve rien à redire. Pourquoi? Parce que ces enfants ne sont pas les nôtres. Et à partir du moment où il y a un président qui arrive avec un programme, qu'on soit, si on a voté d'ailleurs pour ce président, votre logique, on l'a élu, on oublie très vite qu'en face de ce président, on avait monsieur Fillon, qui lui a annoncé la couleur encore plus rouge que celle-là. Donc, si je dois faire un contresens historique, si monsieur Fillon était élu, c'est pas au bout de 18 mois que ça aurait brûlé, c'est au bout de 6 mois, puisque la première décision c'était d'augmenter le taux de la TVA, et c'était de baisser donc plein de revenus. Donc aujourd'hui, il faut se mettre à la fois et en même temps, comme dirait monsieur Macron, à la place des gilets jaunes qui ont des revendications de base, parce qu'on ne peut pas amputer les revenus des gens avec 1000 euros et 1200 euros, on ne peut pas vivre aujourd'hui, c'est une réalité sociale. Mais en même temps, vous avez cette réalité économique et le fait que le président français n'est pas président en France. Le président français reçoit... Oui, vous pouvez répondre autant que là, vous voulez. Fait 20 minutes, non, mais ça fait pas 20 minutes, c'est moi qui t'ai la moitié. Essayez de raccourcir tous les deux d'ailleurs vos interventions, parce que comme ça on a un échange. Oui, non, tout à fait. Et donc pour moi, je voudrais bien mettre Fatima, aujourd'hui présidente de la République, et dire voilà les comptes. Non, mais ça, c'est pas des arguments. Non, mais ce sont des arguments. Je vais te répondre. Je peux te répondre, et après tu me répondras. C'est vrai qu'il faut faire plus court parce qu'on a la radio. On a la radio, faut penser à Christophe et à son émission. Si tu veux. Mais en clair, il y a les réalités économiques de pays. C'est comment faire pour, par exemple, moi j'ai vu la liste de demandes que vous venez de diffuser, cher Christophe, que je trouve humainement, j'allais dire, très raisonnable. En clair, un SMIC à 1300 euros, je suis patron, et je dis je suis pour, parce qu'il faut que les gens vivent de leur dignité. Et en même temps, pas plus de 15 000 euros pour les patrons. Mais ça, les Français l'ont déjà tranché, environ de Gaulle en 1969, qui appelait à la participation. Donc pour moi, il y a à la fois la complexité de la situation économique, politique et sociale, et les revendications légitimes. Et bien malin, c'est lui qui peut faire le biais pour trouver une solution entre les deux, et pas il y a ceux-là qui ont raison, il y a celui-là qui a tort. Alors Fatima, ne bouge pas, Fatima. C'est la fin de la politique avec garde tes arguments. C'est la fin de la politique. Garde tes arguments dans un instant, parce qu'on se fait la pub. Et les auditrices, auditeurs peuvent évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. On est encore d'ailleurs comme la semaine dernière dans l'incertitude de ce qui va se passer demain. Exact. Et je me demande d'ailleurs si ça fait pas preuve d'irresponsabilité de la part du gouvernement que de dire bon, alors ils avaient dans un premier temps décidé de bloquer totalement les Champs-Élysées, puis finalement ils le laissent ouvert sous pression peut-être des commerçants, d'ailleurs peut-être à raison, je sais pas, mais voilà, on se demande un petit peu ce qui va se passer avec un contrôle d'identité systématique. Bon, on va en parler dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Chacun ses arguments, on s'écoute, on échange. C'est le principe de l'ADN même de cette émission. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Fatima Wassak et Tarek Mami. Elle va répondre à Tarek, et c'est un peu ça le principe. Et vous, chers auditeurs, aussi au 01 40 33 9000 pour nous appeler. Et on reviendra quand même, Tarek, aussi sur le fiasco
le fiasco de cette rencontre entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et les membres du Gilet jaune qui sont venus. Alors 3 visiblement d'après nos infos, et qui sont vite repartis parce que ils n'ont pas voulu que Matignon n'a pas voulu à ce que l'entretien soit filmé. Voilà, ça paraît comme un fiasco quand même. Pour une fois, je vais pas être galant, mais pendant 5 secondes. Pour moi, le principe de travail, c'est d'abord les faits qui doivent être non pas prouvés, mais justifiés, argumentés. Et après, tous les commentaires sont libres. Fatima. Alors. Moi, par rapport à ce que disait tout à l'heure Tarek, quand il disait, mais attention, il faut se mettre à la place des Gilets jaunes, il faut se mettre à la place aussi du gouvernement, de l'État, des pouvoirs publics, etc. C'est un peu comme si, je caricature à peine, c'est un peu comme si, tu vois, moi par exemple, il y avait quelqu'un qui m'écrasait la tête, donc j'étais par terre, et il y a quelqu'un qui met son gros pied sur ma tête, et qu'en fait Tarek venait me voir pour me dire, bon, ok, t'es à ta place, mais il faut aussi que tu te mettes à la place de celui qui t'écrase la tête. Non. Alors attends, laisse-moi finir. Non, mais parce qu'en fait, voilà, parce que alors tu sais que ta théorie, tout ce que tu as développé tout à l'heure, c'est une théorie qui existe déjà. Oui, bien sûr. C'est une théorie des années 80. Et c'est la théorie de Thatcher. En fait, t'es thatcheriste, Tarek. C'est une information que je te donne. Pourquoi? Parce que c'est la théorie qui consiste à dire there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Alors laisse-moi finir. Il n'y a pas d'alternative. Oui, mais lesquelles? Tarek nous explique que il nous dit par exemple, vous avez voté pour Macron. Non, on n'a pas voté pour Macron. Macron a été élu par une minorité de Français, par une minorité de Français et de Françaises, une infime minorité en réalité. On refait le match de 2017. Non, je te dis simplement que c'est pas une raison. C'est pas parce que il a été élu et tu connais très bien le site. Attends, juste laisse-moi finir, Tarek, sinon je suis obligé d'élever la voix. Laisse-moi juste finir ma phrase. C'est pas parce qu'il a été élu et tu connais le système électoral en France, tu connais le système politique, tu sais très bien comment sont élus les présidents. Donc c'est pas une raison pour le laisser faire en disant il a été élu et donc taisez-vous. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Non mais je termine. Puisque c'est un débat contradictoire. Je reprends tes éléments. Oui, mais sur l'ensemble des éléments, t'en as donné 45 tout à l'heure. Je vais reprendre quelques-uns. On va les prendre un par un. Celui-là, il est pas important. Je reprends le plus important. Le plus important, c'est la question de l'économie. Oui, voilà. Quand tu parles, on a l'impression qu'il y a une fatalité. Tout est dans la main de Dieu. Il n'y a pas de fatalité en économie. En économie aussi, il y a des débats. Il y a des débats entre plusieurs économistes. Il y a des débats entre les citoyens. Donc on peut être contre un modèle économique. Le modèle économique actuel, c'est un modèle de prédation. On est basé sur un rapport de domination dominant que représente Monsieur Macron et son gouvernement. On est d'accord. Nous, on est de l'autre côté. On n'a pas à se mettre à la place des dominants. Nous, on doit faire notre taf de dominer. Comment on fait pour changer les choses? Attends, excuse-moi. On y va pratiquement. Sur le mouvement social. Oui. C'est de notre tu dis oui mais demain après-demain c'est parce que ça. Oui effectivement. Moi comme je dis tout à l'heure, je pense que tout est dans la main de Dieu. Donc demain je ne m'aventure pas sur demain. Par contre sur aujourd'hui, j'invite les auditeurs et les auditrices puisqu'on est là pour ça, on parle de manière concrète. Bien sûr. On ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain, mais par contre, on sait ce qu'on peut faire nous, chacun d'entre nous, aujourd'hui. On y va. Le mouvement social, à partir du moment où il est légitime, comme tu l'as dit, où on s'y retrouve, parce que c'est pas qu'une question de taxe carbone, c'est pas qu'une question de taxe de manière générale. Comment ça fonctionne dans un pays? Il s'agit d'injustice qui s'aggrave de plus en plus. Casse des hôpitaux publics, casse de l'école publique. Injustice fiscale. Il faut voir, on en a parlé de l'ISF à la radio, Christophe. Le cadeau de plusieurs milliards qu'il a fait aux riches. Comment tu peux demander aux gens d'être patient, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie vis-à-vis des dominants? Il n'y a pas de patience à avoir. Il faut aller manifester demain. Il faut aller montrer qu'on n'est pas d'accord. Dans ce mouvement, il faut profiter de ce mouvement social. Alors ça, c'est d'abord. Tu vois, tu m'as pas laissé parler pendant. Alors comment? Non mais la question est intéressante. Comment on change? Comment on change? Mais comment on change? Mais tu rigoles, il y a un mouvement, il y a un appel à mobilisation demain. D'ailleurs, que le comité Adama appelle à suivre. Ça, c'est important de le dire. Youssef est passé hier. Le comité Adama, c'est une organisation politique qui est autonome. Il n'y a pas plus autonome que le comité Adama. Ils travaillent pour personne. Tu vois, eux, ils sont pas instrumentalisés. Non, mais j'entends à droite, à gauche, etc. Il y a un instrumental. Non. Le comité Adama, s'il y a bien une organisation politique en France qui est autonome, c'est bien le comité Adama. Ok, comment on change? Maintenant, le comité Adama qui se bat pour la justice, qui se bat pour l'égalité, et pour la dignité, etc., dit, ce mouvement social-là, il y a quelque chose à y faire. Alors, déjà parce qu'il y a quelque chose à y faire, parce que nous, on est d'accord pour lutter contre la relégation des territoires, des quartiers populaires, mais comme personne ne conteste tous ces arguments. Mais on est d'accord aussi pour dire tout ce qui peut faire couler ce pouvoir, qui nous oppresse déjà
On coule le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin? Alors, je sais pas comment tu vis dans ta vie, Tarek. Peut-être que t'es bien, peut-être que t'es confortable. Les gens, ils crèvent en France. Les gens, ils crèvent. C'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas la voiture, c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure pendant la pause, des gens, des vieux Chibani qui n'ont pas de voiture, qui voient leur maigre retraite. Ils ont travaillé toute leur vie comme des chiens, la nuit, etc. Ils voient leur retraite baisser et ils voient tout augmenter. Comment tu veux qu'ils vivent? C'est ça qui m'intéresse. Ça va déjà aller se mobiliser. On y va. Non. Oui, mais Fatima, tu fais un constat, c'est intéressant, mais après. C'est ce que je dis. Donc demain, on va manifester. Il n'y a pas d'alternative. Laquelle? Christophe. Il faut proposer. Je pose la question. Il faut obliger. Des alternatives. Il y a l'écologie politique. Oui. Il y a l'antiracisme politique. Oui. Il y a le système égalitaire. Il y a le. Voilà. On est d'accord sur les principes. Non, c'est pas que des principes. Comment on fait pour changer la vie, comme disait Mitterrand en 81? Allons-y. Prenez le premier point. Par point. Bon, ok. Alors, l'écologie politique. Ouais. Dire, voilà, on ne veut pas que ce soit les classes moyennes et les classes populaires qui payent pour que les grandes entreprises puissent polluer, par exemple. On ne veut pas du système de taxation. On veut un changement radical. Oui. Voilà, dans le système. Comment on le fait, ce changement radical? Moi, c'est cette question-là qui me travaille et qui me taraude. La réponse concrète. Du coup, là, pour ce que je suis, moi, donc, en tant que militante, notamment, qui milite dans une organisation qui s'appelle le syndicat Front de Mer, du coup, j'en parle. Voilà. Syndicat comment? Le Front de Mer. D'accord. Donc moi, ce que je dis, de manière générale, du coup, excuse-moi, mais là tu ouvres sur quelque chose de général. Faudrait que tu mettes la mer sur Paris. Moi, et on sera les hommes les plus heureux. Alors moi, ce que je dis, c'est que ce système politique, justement, c'est exactement ce que tu incarnes, en tout cas dans tes propos. Ce système politique, il est basé sur la dépossession du pouvoir des gens. C'est-à-dire, non mais laissez les gens, les économistes, etc., ils ont réfléchi, vous, taisez-vous, de toute façon, il y a une fatalité. Non, déjà le système politique, il commencera à changer. Attends, mais tu me laisses pas finir une seule phrase. Tu me poses une question, j'y réponds. Vas-y. Donc, ce système politique commencera à changer à partir du moment où les gens reprendront du pouvoir sur leur vie et sur le sort de leurs enfants. Ça, c'est la première chose. Comment? Parce que tu me dis, oui, mais ça, c'est des phrases. C'est ça qui m'intéresse. Comment? Déjà, attends, excuse-moi. Comment? Moi, ce que je dis, c'est que là où on est, et ça, je l'ai déjà dit, Christophe, tu peux en témoigner, là où on est, au niveau local, tu peux faire un petit jardin partagé, ça paraît rien. Organise-toi avec d'autres parents pour faire un jardin partagé. Tu veux faire un atelier, aide aux devoirs pour tes enfants, etc., etc., parce que tu trouves que l'école ça va pas, parce que tu trouves qu'il faut être plus solidaire entre parents, etc. Organise un atelier pour les. Tu veux organiser un temps sur la culture de la tomate au Chili, c'est pas grave, même si ça paraît rien, fais-le. Chaque parent, chaque individu dans les quartiers populaires, si on s'organise à notre tout petit niveau, à 2, 3, 4, 10 personnes, contre les ascenseurs en panne, pour avoir plus d'espace vert dans les quartiers, etc., etc., si on commence à prendre l'habitude de s'organiser, d'être dans du collectif, etc., etc., aujourd'hui, ça paraîtra rien, mais demain, après-demain, quand il faudra s'organiser politiquement, ça fera sens. Voilà, donc c'est sûr que moi je dis pas que ça va tomber du ciel. Alors moi je dis simplement que tout ce qui est prétexte à mobilisation, donc la mobilisation de demain, mais tu as raison, Fatima. Au niveau local, il faut se bouger pour les siens, il faut se bouger, il faut aller voir le voisin d'à côté, les parents qui fréquentent la même école que soi, etc., etc. Je veux te surprendre. C'est par petits pas, moi j'y crois, en fait, à cette politique du petit pas et de la réappropriation du pouvoir. Moi je vais te surprendre, tu écris tout ce que tu viens de dire et je le signe. Mais je dis, et je reprends tes phrases, il faut commencer petit dans le local. Donc, comment on fait pour inverser une vision de la société, puisque, comme disait Churchill, le plus mauvais système que les hommes ont trouvé pour s'organiser. Moi, je suis pas d'accord sur le plus mauvais système. Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est le pire système. Attends, Tarek. Le plus mauvais système. Il y a eu combien de morts pendant l'esclavage? Il y a eu combien de morts pendant la colonisation? Aujourd'hui, tu parlais des portables au Congo, etc., etc. C'est des millions de morts. Tu parles du Proche-Orient. Il y a eu 4 millions de musulmans qui ont été tués à cause du système capitaliste et du système islamophobe. Donc c'est pas le pire mauvais, le moins mauvais système. C'est le pire système. C'est une catastrophe. On a c'est Moseva. Non, c'est pas. On vit pas dans un système démocratique. C'est pas vrai. On vit dans un système capitaliste. C'est comme ça qu'on peut le qualifier. J'ai commencé par ça. Si tu as retenu ma première phrase. Voilà, c'est un système capitaliste. Et c'est pas le moins mauvais système. Ça c'est la propagande thatchérienne. Tu es thatchérien, Tarek. Je parle de la démocratie. Comment on s'organise socialement pour que les 300 000, parce que là, je vais faire de la science politique, j'allais dire, de droite et d'extrême droite. Est-ce que 300 000 personnes qui sont dans la rue représentent 65 millions de personnes qui se taisent? Alors là, Christophe, rappelle-nous que c'est 80% des Français. Oui, dans les sondages. Ils soutiennent. Et pourquoi ils descendraient pas? Tu sais comment on ferme un pays? Tu sais que c'est pas si facile de descendre dans la rue, Tarek. Tu sais que même moi, demain, ça se trouve, je vais pas descendre. Pourquoi? Parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Parce que avec toi dans la sécurité. Non, excuse-moi. Tu t'as vu, c'est ce que je disais tout à l'heure pour commencer. Le ministre de l'Intérieur qui fait peur. Et effectivement, il fait peur, mais c'est une réalité aussi. T'as vu comment ils se comportent les policiers en France? T'as vu qu'ils matraquent, t'as vu que des personnes âgées
âgées qui leur mettent des... Il y en a beaucoup donc qui t'as découvrent. des personnes qui sont responsables notamment d'enfants, etc. Oui, c'est vrai, mais elles soutiennent. Oui. Donc il n'y a pas que les gens qui vont dans la rue. 300 000, c'est énorme, tu te rends pas compte. Alors, c'est un mouvement social qui est énorme, étant donné la peur qu'il y a dans ce pays. Moi, je considère qu'on a... Tarek, finissez votre phrase et après on prend des auditeurs. Oui, tout à fait. Moi, je considère que nous vivons 2 drames. Oui. Le premier drame, c'est les réseaux sociaux qui ont été créés au départ, Zahma, pour dire comme les jeunes, pour libérer la parole et pour rapprocher les gens. Tant mieux. Et qui, dans le contraire, en réalité, puisque vous avez un mec, vous avez Fatima, elle crée une association, elle fait un travail, elle vient l'expliquer sur le réseau social, et t'as un type qui n'est pas marié, qui n'a pas de gosse, qui sait pas qui c'est ce qu'est l'école, il lui balance une formule derrière, je sais pas quoi. Voilà ce que ça donne. Et donc, tu prends ce point-là. Mais ça m'empêche pas de continuer. Non, mais, bah, justement. Donc, comme les autres, la classe politique, ça n'empêche pas de continuer. Il faut toujours, moi, ce que je souhaite, à chaque fois, c'est de dire, peut-être par tradition y compris intellectuelle, hein, c'est qu'il y a un problème. Ce problème, donc, comment on peut le disséquer et qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme solution. J'ai toujours dit ici, sur France Maghreb 2, de le premier jour, que si, à titre personnel, je peux ne pas avoir, j'allais dire, d'affection personnelle pour les gilets jaunes. Oui, vous avez même dit d'ailleurs que ça ferait pchit. Hein. Oui, oui. Ceci ne doit pas. Donc tu t'es trompé ou pas? Non, non, je me suis pas trompé. Ah bah si, ça fait 15 jours, on en parle l'année prochaine et on en parlera dans les élections présidentielles. Oui. Mais soyez réalistes. Donc ce que je dis, donc il y a ce drame-là, et il y a le drame de la pauvreté dans ce pays qui n'est pas né avec. Non mais on parle de notre pays, de la France, qui n'est pas né avec Macron, parce que moi je reviendrai même avec Victor Hugo qui dit que la richesse des riches se fait sur la pauvreté des pauvres. Donc c'est structurellement comment nous tous qui avons un minimum, j'allais dire, d'humanité et de ne pas accepter qu'un monsieur ou une femme vit avec 600 euros ou 400 euros, c'est pas normal. Oui, et pas accepter que des gens vivent avec des millions aussi. Non, mais je parle. Oui. Non, mais c'est les deux. Excusez-moi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui qui n'a pas. Non, mais c'est lié aussi, Tarek. En fait, toi, si je comprends bien, tu n'es pas pour un système égalitaire. Non. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Parce que la solution, tu disais quelle solution? Bah, je te la donne. Un système égalitaire. Fais-le. Comment on le fait politiquement? Je ne suis pas pour qu'un individu fasse. Moi, je suis pas. Moi non plus. Moi non plus. Mais comment? Qu'il faut qu'on soit à plusieurs. Donc, quand il y a un mouvement social, on y va. Oui. Pour être le plus comment on fait possible. pour arracher? C'est ce que je te dis. Non, mais moi, comment? Plus toi, apparemment, tu veux pas. Mais plus Christophe, plus d'autres, le comité Adama, etc., les gilets jaunes, etc., Moi, ce qui m'intéresse. On se met à plusieurs et on réfléchit à plusieurs. À instaurer un système, et je te le donne, donc c'est un scoop que je te donne, égalitaire, qui n'est pas basé sur un rapport de domination. Alors, le rapport d'aujourd'hui, c'est pour ça que je veux pas refaire le match de 2017, les 2 personnes qui sont venues avec ces propositions, c'est, faut le dire d'une manière réaliste, c'est monsieur Hamon, avec son revenu universel, qui fait respecter un minimum de dignité à chacun. Et M. Hamon n'a pas fait que parler, parce que quand il a été ministre pendant quelques mois, il a pris quelques décisions utiles et fortes, notamment on peut changer d'assurance, ce qui était interdit et tabou pendant des années. Les Français, ils lui ont dit, il y a Valls, il y a Hollande, il y a machin, tu dégages. Le deuxième, que je n'aime pas particulièrement, mais que je respecte. C'est lui qui est parti, mais bon. Qui? Ah bon? Il est parti où? Mais il a quitté le gouvernement. Non, il s'est fait dégager aux élections, il a fait 6%. Ah oui, bon, oui. Donc, je pensais que tu parlais du gouvernement. Non. Donc le français. Et le deuxième? Excuse-moi, Christophe. Oui. Donc les Français ne veulent pas de ce modèle-là, égalitaire. Ok. Mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est absolument faux ce que tu dis. Ah bon. En fait, tu dis, c'est comme bah, si. Il a fait 6%, Fatima, quand même. Non, mais excuse-moi, Christophe. Il fait comme si on était dans un système démocratique. Tout à l'heure, tu disais toi-même qu'on n'était pas dans un système démocratique. Non, on est dans un système aujourd'hui en France où t'as une masse de personnes déjà qui ne votent pas déjà. Ok. Quoi? Alors, non, mais l'abstention, elle est énorme. Tu sais que à 80%. Oui. Tu sais qu'à Évry, tu sais combien de personnes ont voté, s'il te plaît? 18,2%. Comment on peut parler de système démocratique? 18%. Et c'est un macroniste qui a été élu. Lui aussi, il est élu de manière légitime. Lui aussi, il représente le peuple avec 18%. Malheureusement, dans le système actuel, c'est comme ça. Je passe au deuxième. Alors, attends, Fatima. Je passe au deuxième. Ça incarne le fait que on ne participe pas aux élections.
et on vient remettre en cause le résultat. Non, c'est remettre en question les hommes politiques qui sont là depuis 50 ans, qui répètent les mêmes trucs, pour dire non, on veut autre chose. Après, ils ne veulent pas de porte-parole. Ils ne veulent pas de récupération politique. Ils ne veulent d'aucun parti politique. C'est bien la preuve que justement ils remettent en question ce système. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas... Alors moi, je suis plus extrémiste que toi. Moi, j'ai demandé ici, je demande tous les jours, que le vote soit obligatoire et qu'on fasse comme en Belgique, que celui qui vote pas, il se trouve avec une amende de 200 €. Il met ce qu'il veut comme papier dans l'urne, mais les gens ne se déplacent pas, ils vont à la pêche, comme disent les Français, le dimanche de vote, et un mois après, 2 mois, 3 ans, ils viennent dire que c'est pas démocratique. Écrivons ensemble, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, aujourd'hui. Il y a des gens qui se mobilisent, qui militent, etc., et pourtant qui ne votent pas. Oui. Au courant de ça quand même. Oui, mais c'est leur problème. Ils remettent en question le système électoral. Parce qu'il n'y a pas que le fait de voter, pas voter, tu sais très bien comment naissent les hommes politiques. Tu sais très bien, Monsieur Macron, comment il est arrivé. Il est tombé du ciel. Non, mais Monsieur Macron, vous le laissez de côté, parce que moi, c'est pas mon obsession. Je passe à la deuxième. C'est lui qui est au pouvoir. Oui. Les 24% de Français qui ont voté au premier tour l'ont mis au pouvoir. Les 75%, ils sont où pour venir contester? Le deuxième cas, c'est... Ils sont dans la rue. Le deuxième cas, c'est donc... Je disais qu'une personne que je n'aime pas particulièrement, c'est Monsieur Mélenchon, qui est venu avec 3 ou 4 belles idées, notamment la fameuse idée de 6e République et d'un référendum revocatoire au bout de 2 ans ou 3 ans. Il est arrivé presque à 19, mais il est arrivé 2e ou 3e, 4e. Bon, alors, comment, moi, ce que je veux comprendre sur le plan intellectuel, moral et éthique. Répondre intellectuellement, c'est que moi, la question que je te pose, c'est comment se fait-il, puisqu'on a un mouvement de masse qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé pour l'instant. Pourquoi toi tu nous sors les vieux mecs là? Attends, excuse-moi, ces vieilleries. Alors Mélenchon, alors Hamon, alors ceci, alors un tel. Mais là, il se crée des choses. Pourquoi on parle pas excuse-moi, pourquoi on parle pas par exemple du comité Adama qui a des choses à dire, qui se mobilise aussi, qui fait aussi de la politique? Pourquoi on ne parle pas de ces gens qui s'organisent? Et il se trouve que la règle d'aujourd'hui, se mobiliser, qui ont des propositions, qui ont des alternatives à proposer. Pourquoi on n'en parle pas? Toi-même, tu contribues à invisibiliser. Tu nous parles des vieux trucs. Pourquoi on parle pas là du comité Adama qui dit voilà, nous, on veut que la question des violences policières elle soit centrale, notamment parce que la police, je vais te dire un truc, violente les manifestants. Donc dire voilà quelque chose de commun. En ma qualité de citoyen, comme 100 000 autres, on n'a pas attendu en 83 que Monsieur Adama soit tué par la police pour faire la marche pour l'égalité. Donc ces arguments-là, on les connaît. Non, mais chacun doit faire au moment de 83. Là, je te parle d'une organisation politique. Et moi, je te parle de la marche de 83. Et qui a des choses à dire. Toi, tu me parles. Attends, excuse-moi, tu me parles de Mélenchon, Hamon, etc. Que le mouvement des Gilets jaunes ne veut pas. Donc, je te dis justement que c'est un mouvement qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé. Donc, Fatima, on est autour de la table. Je te pose la question parce que j'ai bien compris ce que veut dire Tarek. Christophe, excusez-moi. On est autour de la table. On est mécontent de tout ce qui se fait dans ce pays. On ne veut plus de Macron parce que pour beaucoup, il les a trempés, parce qu'on connaît sa trajectoire politique, économique, banqueroute, de tout ce que tu veux. Comment on fait? On est aujourd'hui vendredi, demain on va à la marche, dimanche on refait deuxième marche, lundi comment on fait pour dégager, pour faire simple, ce Macron, son système, son assemblée, pour avoir comment on fait. Tu sais très bien que c'est pas demain. Mais en fait, tu poses des questions, excuse-moi. Mais je sais que tu ne l'es pas, mais tu poses des questions stupides, ce qui fait qu'on ne peut pas te répondre. Excuse-moi, mais c'est pas demain que ça va se jouer, évidemment. C'est pas demain qu'on va changer de système. Moi, je dis simplement que pour changer de système, il faut aller manifester demain. Ça, c'est une chose. Mais c'est une chose qui est infime. Maintenant, ce que je disais, moi, c'est qu'il faut repenser la politique. Donc, toi, par exemple, quand tu dis oui, alors Hamon, Mélenchon, Macron, etc., ça, moi, je dis, il faut repenser la politique. Déjà, il faut se dire que soi-même on a quelque chose à faire politiquement. Et c'est pas simplement voter, pas voter. Voter, c'est une fois tous les 5 ans. Non, moi je dis que on a quelque chose à faire déjà dans son quartier, au niveau local. Il faut se mettre dans une association, dans un collectif. Pourquoi pas dans un parti politique, etc. Mais ça, Macron, il n'empêche pas ça, Fatima. Il l'empêche. Il n'empêche pas de créer ton association. Si les pouvoirs publics aujourd'hui empêchent notamment les habitants des quartiers populaires de se mobiliser. Si. Et ça, je peux donner 15 exemples, 100 exemples qui montrent que si on est empêché de nous mobiliser. J'en ai déjà parlé ici. Nous, quand on a voulu se mobiliser sur l'alternative végétarienne, c'était pas un truc révolutionnaire. On nous a empêchés, on nous a sabotés, on nous a invisibilisés. Donc si, moi j'ai un exemple à te donner par rapport à ça. Ça sera pas le sujet, mais je l'ai découvert hier. Au début, moi j'étais à la FCPE. C'est une fédération de parents. Je leur avais proposé l'alternative végétarienne. Ils m'ont dit c'est communautariste. Ils ont été dans le déni. Ils m'ont empêché de poser la question, y compris dans des petites réunions, dans des conseils d'école, etc. Ok, j'ai créé avec d'autres l'association EEB que tu connais, Ensemble pour les enfants de Bagnolet. On a fait avancer cette question-là. Elle a été prise en charge par la mairie de Bagnolet, par la mairie de Montreuil,
Aujourd'hui, il y a une réflexion aussi dans la ville de Saint-Denis, etc. Partout Donc, en 93. Elle a été reprise par la classe politique. Aujourd'hui, attends, excuse-moi. Donc, elle a été hier, j'ai appris reprise quoi par la et je classe vais en parler politique. et je vais faire un texte de dénonciation. Ouais. Hier, j'ai appris que la FCPE 93, la même qui à l'époque nous a pointé du doigt en disant qu'on était communautariste, la même qui n'a pas voulu aborder cette question-là alors que nous, ce qu'on disait, c'est que c'était une question centrale à l'alimentation pour les parents, la même organise, tiens-toi bien, un débat, une formation en direction des parents sur la question de l'alimentation, l'alternative végétarienne, la viande, etc., etc. Tiens-toi bien, avec les intervenants qu'on avait invités à l'époque, monsieur Jérôme Bernard Pelé qu'on avait invité, et madame Laure Ducot de Greenpeace avec lequel on travaillait. Mais tu sais que c'était une très bonne chose. Et donc ça, tu vois, ça c'est la preuve que dans oui, les quartiers c'est une très populaires, bonne chose. quand les parents s'organisent, chose. on leur confisque leur lutte, on les invisibilise, on les sabote, Mais et à la fin, on leur met à l'envers. Fatima, on peut laisser une place aux auditeurs. Oui, hein. Fatima, alors c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ton idée, qui est bonne pour les autres, a perfusé. Pas du tout, ça veut dire qu'ils confisquent la parole des Noirs et des Arabes en France dans les quartiers populaires, ils ne nous laissent pas avancer, ils nous confisquent nos luttes. Ça c'est un scandale. Et d'ailleurs, alors ils font leur formation le 12 décembre. De toute façon, je vais faire un texte, donc il y a rien, c'est pas un scoop. On y sera le 12 décembre. On va certainement pas se laisser marcher sur la tête parce que à la différence de toi Tarek, nous on cesse pas faire. On cesse pas marcher sur la tête. Tu laisses pas faire toi individuellement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Excuse-moi, je te respecte trop pour te dire ça. Mais par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur ton discours un petit peu tatchérien. Fatima. Voilà, nous on cessera pas faire, on y sera. Fatima, on accueille Sofiane qui est avec nous, qui va essayer de calmer un petit peu tout ça. Ah, c'est un bon auditeur. Salut Sofiane. Mais mais je préviens les auditeurs qu'il est plutôt du penchant de Fatima sur la question des gilets jaunes. Non, parce que je connais. Par contre, il est du côté de Tarek quand on parle Moyen-Orient et géostratégie là-bas. Oui, absolument Tarek. Mais moi, je me pose la question. Honnêtement, je salue Fatima sur ses analyses pertinentes, mais juste comme en tant qu'auditeur, je vous demande juste un peu de calme parce que vraiment, vous parlez tous en même temps, vous avancez tous des arguments vraiment, voilà. Juste un peu de calme, ça vous dérange pas. Juste, moi, je suis tout à fait d'accord avec Fatima. Une révolution ou un mouvement pré-insurrectionnel qui est sous nos yeux, une révolution à l'encontre de toute cette classe politique qui gouverne le pays depuis 40 ans, on ne peut que la saluer. Il y a des gens qui ont milité des années, n'ont pas pu avoir. Tu connais la boutade, Sofiane? Macron, il a 40 ans, donc si ça se gouverne depuis 40 ans. Mais bien sûr, Macron, il est pas responsable de toute cette situation. On ne dit pas que. Et même les gens qui sont dans la rue, ils sont apolitiques. Et des gens qui sont en train de manifester pour la première fois, qu'est-ce qu'ils disent? C'est notre mode de société, ce mode de vie, on ne l'accepte plus. Ils sont en train de renverser toute la table. C'est-à-dire, ils appellent à des assemblées. Mais juste pour finir, juste arrête, ça dérange pas. Non, vraiment, ils ont raison. Mais voilà, comment ne pas les saluer? Maintenant, penser à l'avenir. Oui, on peut se poser la question sur l'avenir, mais chose qui est sûre aujourd'hui et certaine, c'est qu'avec ce gouvernement, avec ce mode de gouvernance, à savoir beaucoup plus pour les riches et pas du tout pour les pauvres, on est en train de foncer droit dans le mur en klaxonnant. Ça, c'est une certitude. Tous les voyants sont au rouge au niveau économique d'ici les 3 prochaines années. C'est-à-dire les marges de manœuvre, même peut-être pour le gouvernement Macron. Et j'ai entendu pas mal de gilets jaunes qui ont parlé en off avec certains députés. Ils vous disent qu'on n'a plus les marges de manœuvre. On sait pertinemment que 80% des lois aujourd'hui françaises sont votées au Parlement européen par des technocrates, par des gens qui ne sont pas élus par le peuple. Je peux applaudir. Excuse-moi, Tarek, juste est-ce que je peux applaudir? Est-ce que je peux applaudir ce que tu dis? Oui. Oui, t'as le droit, oui. C'est tout. C'est ce que j'ai dit au début de l'intervention. Moi, bouge pas, en tant que citoyen de ce Sofiane. pays, je ne peux pas rester, inerte par rapport à ce qui est en train de se passer. Au contraire, c'est aux gens d'agir dans le calme, dans la sérénité, bien sûr. Mais une chose, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est pour la première fois un mouvement social qui a 84% de gens qui le soutiennent. C'est la première fois de l'histoire de la 5e République qu'on le voit. C'est ce qui change un peu le paramètre, en tout cas. Merci beaucoup, Sofiane, parce qu'il y a la pub. On continue d'en parler, parce qu'il y a beaucoup d'appels, mais faut les laisser parler, les gens. On les laisse. Au 01 40 33 9000, bien sûr, en direct sur France Maghreb 2. Et puis on refera aussi quand même l'actualité de cette semaine, même si elle a été évidemment concentrée sur ces gilets jaunes. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse quand même au dispositif demain, parce que le ministre de l'Intérieur, je trouve quand même que c'est un peu irresponsable. C'est soit on bloque pas, soit on bloque à moitié. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'organisation.
et que les gens puissent venir en toute tranquillité, en toute transparence, et qu'on n'empêche pas les gens de venir, Tarek, parce que la semaine dernière, il y a des gens qui ont été empêchés de venir. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Oui, d'accord, mais pas toujours respecté. Et ça fait partie de cette règle globale dont on conteste une partie. C'est peut-être le mode électoral qu'il faut changer aussi, parce que à certains moments, on a estimé qu'il fallait mettre de la proportionnelle pour que si le comité Adama se présente à Bagnolet, il peut gagner avec la proportionnelle, ce qu'il peut pas faire avec le majoritaire à 2 tours. Donc il y a plein de choses, mais je dis tout de suite derrière que le système donc proportionnel a permis à l'extrême droite en Allemagne et dans tout le pays de l'Est d'accéder au pouvoir. Alors faut savoir ce qu'on veut. À tout de suite. Merci d'être avec nous, le LGF avec Fatima Wassak, avec Tarek Mami. Et plein de sujets effectivement et qu'il faut qu'on aborde, il faut qu'on avance. On va accueillir Choukri qui est avec nous et qui nous écoute. Choukri, bonsoir. Il nous écoute d'où? Je sais pas moi, on va lui demander. Bonjour Choukri. Oui, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à Tarek et à Fatima. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, Choukri? Je vous appelle de Nanterre. De Nanterre, oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit en plus. On vous écoute, Voilà. Choukri. Alors, tout d'abord, Fatima, chapeau. Je te tire mon chapeau parce que t'as une réflexion qui est très éclairée. Et après, je te rejoins pour te dire que, en fait, les gens, ils en ont marre. C'est un tout, la cocotte, elle est en train d'exploser. Pourquoi, en fait, la revendication, c'est quoi? Dans la revendication, il y a du tout et n'importe quoi. Mais en fait, c'est aujourd'hui. Ça se structure, en fait. Pardon? J'ai dit, il faut que ça se structure, il faut que ça s'organise, il faut que, voilà. C'est normal, en fait. Exactement. Alors, du coup, en fait, Macron, c'est juste la continuité de la politique il y a plus de 40 ans. Tarek Mami nous dit oui qu'il a que 40 ans, mais simplement, lui, c'est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, ça tombe sur lui, malheureusement. Ça aurait pu tomber sur un autre. On peut partager cet avis de Choukri quand il dit que Macron aujourd'hui est en train finalement de payer toute cette politique qui perdure depuis 40 ans. En fait, ou alors c'est pire parce que quand même Macron, sa spécificité quand même, c'est qu'il n'a aucun scrupule, c'est qu'il est d'un mépris total et je le trouve quand même plus radical. Il ressemble plus à ce que j'ai dit tout à l'heure à Thatcher. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que la France fait en retard les politiques ultralibérales qui ont eu lieu en Angleterre et aux États-Unis en fait avec Thatcher, avec Reagan, et que c'est aujourd'hui lui qui l'applique pleinement de manière décomplexée quoi. Tout à fait. Mais le truc c'est que lui c'est la continuation. Lui c'est la continuation. Il joue bien son rôle et il sait pourquoi il est là. Il n'est pas là gratuitement et par hasard. Quand on dit qu'il a été parachuté, certes, mais c'était un parachutage bien calculé. Et quand vous écoutez les revendications des gilets bleus, quand ils disent qu'ils ont... Ils sont jaunes pour le moment, les gilets. Ouais, les gilets jaunes, pardon, excusez-moi. Je confonds un peu avec d'autres gilets. Bon, bref. Cela dit, ces gens-là, vous savez, moi j'écoute d'autres radios, je vais pas citer leur nom, mais quand vous les écoutez, il y en a qui parlent d'écrits bibliques. Ils disent qu'en fait on arrive à une époque où Messia il arrive. Voilà, on fait le Machia ou le Messie ou je sais pas qui arrive. Il faut mettre un coup de pied dans cette fourmilière pour que ce plan il tombe à l'eau. Et aujourd'hui, ils prétendent qu'ils souffrent et qu'ils sont dans une situation intenable à cause justement de tout ce qui se trame bien au-dessus de nos têtes et malheureusement on n'a aucun pouvoir. Merci. Le pouvoir, si, c'est éventuellement d'aller manifester demain, éventuellement. Merci beaucoup, Choukri. Moi, j'ai juste une dernière question à poser à Fatima sur ce sujet-là. C'est effectivement donc on a appris en début de semaine que les quartiers populaires ont décidé de rejoindre ce mouvement des gilets jaunes, à l'image notamment du comité Adama, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Qui va lui donc à la gare Saint-Lazare. Qui va lui à la gare Saint-Lazare, mais qui, à la différence par exemple de Rosa Parks qu'on se vit hier, ne décident pas de rester dans leur coin. Ils vont en fait à la gare Saint-Lazare, aux côtés des cheminots d'ailleurs, pour apporter leur spécificité, et ensuite ils ne s'interdisent pas, d'ailleurs je crois d'ailleurs qu'ils vont y aller, rejoindre tout le monde sur les Champs-Élysées. Mais la question que je me pose moi, c'est, on a entendu beaucoup de gens au départ, dès le 17 novembre et au-delà, de quelques jours après, moi je n'irai pas manifester aux côtés des militants de Marine Le Pen et de Dupont-Aignan. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là qui existent encore aujourd'hui, hein? Mais alors, moi, ce que je leur réponds, c'est comme s'ils me disaient, ce mouvement social, il est tellement large, il est tellement pas structuré, que c'est comme s'ils me disaient, ah non, mais moi, je vis pas dans le même pays
que Marine Le Pen et que le Front National. Non mais on en est là quoi. Je veux dire, alors attends, excuse-moi Tarek, parce que du coup tu vas pas me laisser finir une fois. On a une Noire qui avait déclaré que si Sarko était élu, il quitterait le pays et il l'a quitté. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne découvre pas le racisme en France quand même. C'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Marine Le Pen, elle est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est pas un scoop que que la société française est traversée par le racisme. Elle a fait 40% au second tour. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas des mots d'ordre, les mots d'ordre principaux, centraux. Ce sont pas des mots d'ordre islamophobes, racistes, anti-migrants. C'est quand même ça qui compte. Il faut regarder les mots d'ordre. Pourquoi les gens ont décidé d'aller dans la rue après que ces gens qui décident d'aller dans la rue, que parmi eux il y a des gens qui soient racistes, sexistes, homophobes, etc., etc. Bienvenue en France, mais bienvenue en France. Mais il y en a, mais pas que dans le mouvement des. Une femme à qui on est obligé de retirer le voile. Excuse-moi. Alors dans ce cas-là, excuse-moi Christophe. Moi je vais te dire, la semaine dernière, samedi, j'ai été invitée à participer à une réunion. Je t'assure, c'était dédié au racisme structurel. Tu vois, il n'y a pas plus politique, radical, etc. Au racisme structurel. Il y avait une personne de la CGT qui était là. Cette personne de la CGT a tenu des propos où elle a dit, nous c'est la lutte des classes, sous-entendu le racisme, bon c'est très très secondaire, et elle a dit, bah oui mais la discrimination bof, etc. Faut voir comment ça se passe à Château-Rouge, comment ils se font les noirs entre eux. Donc nous on lui parle de racisme structurel, elle nous dit ouais non mais tout ça grosso modo c'est un peu c'est ces sauvages de noirs qui se discriminent. Bon, elle est la CGT, elle est dans une organisation de gauche. Tu te souviens quand il y avait les manifs pro-Palestine? Je te souviens pas que Mélenchon et tout ce front de gauche là se pinçait le nez de se retrouver à côté de gars de quartier en disant non mais regardez ils crient Allahu Akbar, etc. Ça va pas, nous on n'est pas avec eux, etc. Donc combien de manifestations CGT sur la loi travail où t'avais des gens qui tenaient des propos ouvertement racistes et sexistes. Tu te souviens pas les allusions qui étaient faites sur Myriam El Khomri où elle était traitée de beurette, de prostituée, etc., etc. Donc et pourtant ça la CGT c'est à gauche. Donc voilà qu'on arrête de croire que quand c'est encadré par les organisations, donc par les syndicats. Donc le racisme n'appartient pas au Front National. C'est ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je dis, c'est que quand il y a des mouvements sociaux qui sont portés par les organisations de gauche, par exemple la CGT, on sait très bien nous qui participons à ces manifs, à ces mouvements, qu'il y a aussi du racisme et du sexisme. Voilà. Donc là, c'est un mouvement social français. On est en France. Voilà. Donc c'était évident qu'il allait avoir du racisme et du sexisme. La question, c'est de savoir si c'est si aujourd'hui, ce sont les mots d'ordre principaux, oui ou non. Non. Donc, pas pour l'instant, en tout cas. Donc, les gens qui regardent de loin, qui disent oui, mais on va voir, etc., comment ça tourne. Non, n'attendez pas de voir comment ça tourne. Allez à l'intérieur pour justement faire en sorte que ça ne tourne pas en notre défaveur. C'est ça qui compte aujourd'hui. C'est pas de regarder le train. Comme le disait le monsieur juste avant, c'est 300 000 personnes, c'est 80% de la population qui est pour ce mouvement. Comment on peut rester chez soi à attendre de savoir si ça tourne bien ou mal? Il faut y participer. C'est un devoir pour nous. Lorsqu'on est habitant des quartiers populaires, lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est noir ou arabe, il faut participer à ce mouvement pour que justement il ne nous soit pas défavorable. Parce qu'il est encore ouvert. Voilà, c'est pas fermé. Bon. Il est pas encore d'extrême droite. Il est ouvert. Donc il faut prendre nos responsabilités. On prend le train en marche, quoi. Exactement, on n'attend pas sur le quai. Voilà, c'est ça. 01 40 33 9000, on va prendre un dernier auditeur avant de filer un petit peu au Moyen-Orient et de filer aussi un petit peu du côté de l'Argentine où il y a quand même une situation un peu cocasse. Tarek Fahmy hier, le président de la République a été accueilli de la pire des manières. On peut parler de nos Chibani un petit peu. Oui, les Chibani, on en parlera, vous inquiétez pas, parce qu'on aura la députée en question, pas aujourd'hui, mais. Oui, mais aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on explique qu'est-ce qu'ils ont gagné hier à l'Assemblée nationale dans ce marasme de bataille politique. Oui, alors juste Tarek, quand même cette situation, je la rappelle aux auditeurs. Donc Emmanuel Macron, président de la France, arrive en Argentine pour une visite d'État. Une journée, une visite d'État hier, une visite d'État qui était basée sur la culture, beaucoup sur la culture, mais c'était une visite d'État donc d'une journée à la veille du G20. C'est pour ça qu'il est arrivé mercredi soir et il a été accueilli visiblement, à en croire des vidéos qu'on a vues, par des agents de sécurité de l'aéroport qui étaient pour le coup d'ailleurs en gilet jaune. Là franchement pour humiliation, il n'y a pas pire quand même, Tarek, non? Alors on nous parle d'erreur de protocole. Le président de la République. Et la France, elle n'est pas humiliée de voir son président, c'est tout. Alors quand vous avez un ancien Macron, c'est la France. Attendez, c'est la France qui est humiliée. Et quand vous voyez un ancien président de la République qui lui-même n'a même pas eu le courage, et je l'aime beaucoup, parce que moi je suis franc du collier, Hollande, je l'aime beaucoup, mais lui-même qui n'a pas osé aller se présenter à une élection présidentielle, ne passe ces 18 mois à critiquer son successeur parce que son successeur l'a dégagé en disant faut lui faire pour qu'il n'y ait pas des taxes, et lui-même avec le CIC, avec tout ce qu'il a donné pour les riches, il vient aujourd'hui de donner le son. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, comme disent l'autre machin là, qu'on est à une fin non pas du monde, mais d'un cycle où
c'est celui qui critique le plus l'autre, qui pense que les gilets jaunes, pour une fois, vont le soutenir. Monsieur Hollande a fait pire que monsieur, pour le moment, puisqu'il a fait 5 ans. Et cette humiliation, moi, du président Macron, j'ai fait partie de la presse présidentielle, et le senti que j'ai, c'est l'humiliation de ce pays. Que le président de la République soit humilié au passage, oui. Et je dénonce. Mais que font l'ambassadeur de France là-bas? Que fait monsieur Hollande? Que font les gens qui sont en train de détricoter leur propre pays? J'ai vu l'autre jour monsieur, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'Intérieur, monsieur Hortefeux, avec toutes les casseroles qui se traînent, y compris quand il y a un arabe, c'est bon, quand il y en a beaucoup, je sais pas quoi, sa fameuse phrase, qui dit, ah, les taxes, c'est trop. Il a été ministre de l'Intérieur, il a augmenté les taxes avec tout le monde. Et donc, autant j'estime que c'est légitime que les gens qui souffrent, les gilets jaunes, pour ne pas les nommer, ils sont ni bleus ni rouges, ont le droit de créer leur, leur douleur, leur droit, leur dignité, autant que cette classe politique qui n'a plus qu'un seul objectif. Mon professeur Daniel Gaxi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, écrivait un livre qui s'appelle Les professionnels de la politique. En fait, ils n'en ont rien à foutre de ce pays, de ses citoyens, et chacun est là pour pérenniser son siège. Mais c'est quoi le rapport avec l'accueil qui est fait en Argentine, Tarek? Vous me parlez de Brice Hortefeux, vous me parlez de parce qu'on Hollande. détricote le pays, Ouais. il doit y avoir un intérêt général que la population... Même MBS a été accueilli par un ministre. Hein. Oui, oui. Bon, alors, moi je parle de cette population française qui se sent démunie, et que toute la classe politique qui a toute fautée depuis 40 ans, au lieu de soutenir ensemble pour faire un Grenelle, je sais pas moi, un Grenelle de l'écologie, un Grenelle de salaire, un Grenelle de je sais pas quoi, passent leur vie à s'insulter les uns les autres. Comment voulez-vous, après que les citoyens français respectent cette classe politique, et comment voulez-vous, à la limite, que les États étrangers, avec un tweet à la Trump, qui dit le président il est même pas je sais pas quoi chez lui. Donc aujourd'hui l'image de la France est dégradée, elle est dégradée à l'intérieur et forcément elle sera dégradée à l'extérieur. Il a tenu quand même en Argentine à Buenos Aires hier à l'occasion de sa visite d'État à la veille donc de ce G20 qui a commencé aujourd'hui, qui rassemble les 20 pays les plus riches de la planète, et répondre aux gilets jaunes avec cette petite phrase. C'était devant les Français argentins. Écoutez. Dans ces moments-là, on teste aussi la force d'âme d'un pays, d'un peuple, et en quelque mesure de ses gouvernants, dans la capacité à tenir un cap sans céder aux démagogies, dans la capacité qu'on peut avoir d'embrasser tout à la fois l'exigence du court terme et la nécessité de construire une grande nation du siècle qui advient, et dans la volonté qu'on peut avoir de ne pas céder à tous les reculs faciles. Le recul facile, donc il ne reculera pas, et il dénonce dès que C'est ce que je disais tout à l'heure sur Macron, hein, quand même sa spécificité à lui, c'est qu'il n'hésite vraiment pas du tout, en prenant comme ça un petit ton théâtral au subjonctif, etc., à vraiment se foutre de la gueule des gens, mais sans aucun scrupule, sans aucun complexe. Parce que tu vois, sa voix nasillarde là, pour prendre les gens de haut, pour vraiment se foutre de leur gueule, quoi. C'est-à-dire que là, de dire qu'il ne reculera pas par rapport à l'image, etc. Est-ce que la voix nasillarde, excuse-moi, est-ce que quand on utilise le mot la voix nasillarde, ça rajoute quelque chose à la critique politique? Voilà ma question. Est-ce que ta remarque ajoute quelque chose à ce que j'ai dit? Non. Parce que j'allais dire. J'ai le droit de dire qu'il a une voix nasillarde. Non, parce que dans le débat politique, il y a des choses. Il est grand, il est grand, il est petit, il est gros, il a la voix nasillarde. Ce ne sont pas des critiques. Non, mais c'est pas ça que ça veut dire nasillarde. Ça veut dire qu'il est énervant. Je juge pas. J'ai pas jugé sa coupe de cheveux ou son poids. Sois pas ridicule. Tu m'as interrompu pour rien là. Donc s'il a une voix nasillarde, c'est-à-dire qu'elle a une voix énervante. Elle est énervante. Pour toi, pas pour ses supporters, pas pour ses 24%. Non mais c'est ridicule ce que tu dis. Oui, c'est pour moi. Depuis tard, je parle pour moi. En fait, je parle pas pour toi ou pour d'autres. Je parle pour moi. Alors je reprends, Christophe. Selon mon point de vue, Macron a une voix nasillarde. Ça te va la Tarek? Très bien. Bon. Donc ce que je disais, c'est que quand même ce que je voulais dire, c'est que moi personnellement, donc c'est personnel, c'est mon point de vue, je m'en fous complètement de l'image de la France. Pour moi la France, donc l'État français, déjà la France ça veut rien dire. Voilà, moi je suis pas du tout chauvine ou nationaliste à deux balles, souverainiste ou je sais pas quoi. L'État français, là, arme un pays, est complice d'un pays, plus que complice d'un pays, il est acteur d'un pays qui est en train de massacrer un peuple, qui est en train de le génocider au Yémen. Tu parles du Yémen. Voilà, par rapport à son industrie militaire. Etc. Donc après, se poser la question de l'image de la France, mais je trouve que c'est honteux. C'est honteux. Voilà, donc l'image extérieure de la France, on s'en fout. Déjà qu'ils arrêtent d'armer des pays
pour détruire des populations, pour détruire des enfants, etc., qu'ils arrêtent eux de détruire directement des populations et pour tuer des enfants. Et ensuite on en reparle de l'image de la France. Donc ça c'est vraiment un faux débat en fait. Maintenant sur la manière dont Macron ne répond pas en réalité au fait que 300 000 personnes sont dans la rue, que 80% d'une population adhère à un mouvement, en tout cas soutient un mouvement, voilà, moi je trouve que déjà ça c'est un déni de démocratie. C'est ça qui devrait choquer. C'est le fait qu'il vraiment il se fout de la gueule du monde en fait. Il ne prend même pas la peine d'essayer de faire semblant de comprendre la situation en parlant soi-disant d'un recul, etc., etc. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des Chibani, parce qu'effectivement, Tarek, vous avez raison, ils ont obtenu quand même une chose très importante hier, au-delà du procès gagné contre la SNCF, qui était une belle victoire après de nombreuses années de combats judiciaires. Hier, effectivement, l'Assemblée nationale a autorisé Tarek, donc à ces Chibani de pouvoir être soignés gratuitement, c'est ça? Oui. Pendant tout le reste de leur vie, dès lors qu'ils sont de passage, voilà, en France, ils pourront être soignés. Donc les Chibani marocains, algériens, tunisiens. Ce que j'ai du mal un peu à saisir, Tarek, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, c'est que comment on va définir qui est Chibani, qui ne l'est pas, quoi. Alors, sont aujourd'hui considérés comme les Chibani les personnes qui ont travaillé en France pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, qui sont titulaires d'une carte de séjour, qui ne sont pas donc citoyens français. Parce que le citoyen français aujourd'hui, c'est le paradoxe de l'économie française, il va s'installer au Maroc, il achète une maison où il loue, quand il veut venir se soigner ici, il vient se faire soigner, quand il veut prendre son argent là-bas, il le prend. Donc ces Chibani, ça concerne les personnes qui sont avec une simple carte de séjour et que la loi ancienne les oblige à venir au moins une fois tous les 6 mois en France pour pouvoir donc toucher la retraite, parce que si ils demandaient à toucher la retraite au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les accords entre États font que l'argent n'est pas envoyé directement à la personne, mais à la caisse de sécurité sociale, cher Christophe, de pays d'origine, qui lui ponctionne au passage une partie de cet argent et donne donc l'équivalent de ce qu'il faudrait pour vivre avec le niveau de vie du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie. Et s'il ne vient pas tous les 6 mois, il risque de perdre sa carte de séjour, et s'il ne vient pas tous les 6 mois, quand on constate qu'il n'est pas là depuis longtemps, quand il va aller se soigner à l'hôpital, on lui demande de payer. Et ça, ce sont des droits fondamentaux, et moi je salue les quelques députés et les quelques attachés parlementaires qui ont travaillé depuis les fameux 18 mois pour faire changer cette loi. Et cette loi, sa force, c'est qu'elle est changée dans le cadre du budget de l'année 2019. C'est-à-dire que c'est même calculé et ça rentre dans ce que l'État français s'oblige à faire. Et depuis hier, donc, et en attendant la publication de ce qu'on appelle les décrets d'application chez Christophe, ces Chibani, à partir du moment où ils ont cotisé pendant au moins 15 ans, pourquoi 15 ans et pas 42? Parce que beaucoup sont venus assez âgés pour travailler pour la France. Donc ils ont sécurisé d'une certaine manière leur carte de séjour et ils pourront aujourd'hui vivre là-bas ou ici, et quand ils viennent, ils auront le droit d'être pris en charge dans les hôpitaux français comme cotisants sociaux. Et ça, c'est une bataille qui dure depuis des années. Et donc c'est pour ça que deux fois, si vous voulez, ces batailles finissent un jour par payer dans le cadre de système. Et moi je salue la députée que nous recevrons dans quelques jours, cher Christophe, et son attaché parlementaire et plusieurs autres qui sont arrivés à obtenir cette majorité de députés de M. Macron, comme on appelle ça, la République en marche, parce que à droite on a voté contre, à l'extrême droite, Dieu ne vous dit même pas, et certains députés ne se sont pas sentis intéressés par la question. Et d'ailleurs, j'ai demandé à voir la liste des électeurs pour voir si tous ces partis qui se disent de gauche et qui sont, dit-il dans leur discours politique, aux côtés des quartiers populaires, ont voté pour la mesure ou pas. Et donc, je tenais à en parler comme je vous en ai parlé tout à l'heure, cher Christophe. Et pour moi, c'est une très, très, très grande avancée, c'est une bonne nouvelle. Et le fait d'avoir de temps en temps, grâce à la bataille politique, des bonnes nouvelles, je rappelle juste qu'en gros, de 1960 jusqu'à la sortie du film Les Indigènes, que M. Chirac, président de la République, a vu,
les retraites des tirailleurs sénégalais, des maghrébins, soldats et tout ça étaient bloquées, on disait cristallisées, sur le chiffre de 1962, alors que la retraite des militaires franco-français, elle évoluait. Et il a fallu que ce film sorte, que M. Chirac voit le film, pour qu'on arrête cette cristallisation. Et aujourd'hui, pour les quelques centaines de ceux qui ont fait la guerre pour libérer la France en 39-45, ceux-là touchent la même retraite que les soldats français. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Et je ne les impute pas à Macron. Comme je n'impute pas tout le reste à Macron, j'impute ça aux luttes populaires et politiques qui finissent par payer, parce que ce sujet ne pouvait pas rester dans cette injustice. On recevra effectivement la députée, donc la semaine prochaine, du moins je l'espère, bien sûr si son agenda le permet. En tout cas, on a l'accord de principe. Un petit tour du côté de la Syrie, Tarek, parce que cette nuit, a priori, il y a eu des bombardements. Oui. Alors, des tentatives, on dira. Les tentatives de bombardement, et l'armée syrienne a répliqué. Et il y aurait, entre guillemets, entre parenthèses, un avion israélien qui aurait été abattu. Alors, il y aurait un avion et 4 missiles. Oui, voilà. En fait, depuis la, qu'on appelle ça, la confusion dans laquelle un avion russe a été abattu par un missile syrien, parce qu'il y avait une intrusion d'avions israéliens, et donc les avions sont entrés en territoire syrien, juste devant l'avion russe, après ils se sont retirés, et quand la DCA syrienne a tiré sur l'avion israélien, elle a touché et abattu l'avion russe. Et les Russes avaient donc décidé d'installer ce qu'on appelle les antimissiles S-400, qui sont aujourd'hui la dernière génération des missiles russes, contre les avions ennemis. Et je pense qu'hier, l'aviation israélienne a voulu tester, parce qu'en fait, quand on fait de la politique, quand on fait des dossiers comme cela, on n'annonce pas systématiquement que les missiles russes ont été livrés. Il y a eu une tentative d'approche, et cette tentative d'approche a été une tentative de bombardement d'un site juste à côté du Golan occupé par Israël, territoire syrien occupé depuis 67. Et le site qui était visé, cher Christophe, c'est le centre de renseignement de Hezbollah. Et d'après donc les dépêches russes et syriennes, les nouveaux missiles russes ont réussi à abattre les 4 missiles israéliens qui n'ont pas atteint leur but, et un avion. Aujourd'hui, j'ai vu la presse israélienne, parce que vous savez, il y a beaucoup de sites arabes qui tous les matins font la revue de la presse de la presse israélienne. Les Israéliens nient et disent non, on n'a pas tiré, on n'a pas perdu d'avion. Il faut juste, et j'en termine là sur cette question, cher Christophe, rentrer ça dans la bataille des élections futures à venir entre M. Netanyahou et comment dire, on appelle ça le portier de la boîte de nuit, Romain, donc qui a démissionné, l'ancien ministre de la Défense. Victor Lieberman. Voilà. Absolument. Bon, le temps passe super vite. Hein. Ah oui. Oui. Surtout si tu mets les gilets jaunes au milieu, t'en as pour 1h30. Je peux dire un truc qui se passe demain à Bagnolet? Oh, bien sûr. Et c'est gratuit, donc voilà. C'est un spectacle en fait qui s'appelle Sans le savoir. Spectacle écrit, chorégraphié par un grand artiste, Messaoud Azrou. Et tu sais, c'est un sujet dont on avait un peu parlé l'année dernière. C'est à propos des dangers des écrans, des dangers du numérique pour tout le monde. Hein, Tarek et moi, depuis tout à l'heure, on est sur le portable, on y passe certainement beaucoup de temps. Voilà, les enfants surconsomment des écrans, notamment quand ils sont de classe populaire. Et ça, c'est des études qui le montrent. Donc voilà, c'est tout l'impact négatif des écrans, la télévision, les tablettes, etc. sur les enfants, sur leur résultats scolaires, sur leur concentration, sur leur rapport affectif, relationnel, etc. Ouais. Et donc Messaoud Azrou a fait un spectacle, mais alors c'est pas un spectacle, c'est pas une conférence, c'est un vrai spectacle de théâtre, de hip-hop, ça danse, c'est vraiment un très très beau spectacle de très très grande qualité, de très très haut niveau. Enfin, je veux dire, c'est beau à voir, c'est magnifique à voir. D'ailleurs, on peut regarder sur YouTube, hein, il y a un petit teaser qui dure 2 minutes, donc il suffit de taper Sans le savoir. Et donc c'est demain au Théâtre des Malassis à Bagnolet. Je vais retrouver l'adresse exacte, et c'est gratuit. Je le dis parce que Messaoud Azrou, alors évidemment d'habitude c'est pas gratuit ce spectacle-là, mais lui, comme il a toute une réflexion, une démarche sur l'accès à la culture démocratique, tu sais, pour tout le monde en fait, et du coup voilà, parce qu'on le connaît et que c'est quelqu'un de proche, c'est un ami, c'est un camarade même, voilà, le spectacle sera gratuit donc demain. Et alors je donne l'adresse rapidement si tu me laisses 3 secondes pour la retrouver. Je te propose de la donner juste après la pub, sinon on va être coupé. Voilà. Okay. Donc on en reparle dans un instant. J'aimerais qu'on parle aussi, Tarek, rapidement de la Tunisie, de la visite
MBS très controversé cette semaine en Tunisie. À tout de suite. Tout le peuple. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour les 3 dernières minutes qui nous restent avec Fatima Oumassak, avec Tarek Mami qui sont avec nous pour cette actualité qui a été largement consacrée, un petit peu d'ailleurs à l'image de tous les médias cette semaine. Et ça m'énerve. Et ça marche, Tarek. Oui, mais ça devient mono-sujet dans ce pays. Oui, mais ça marche. L'audience. Oui. Attends, Voilà. je peux quand même définir. Alors déjà, est-ce que je peux donner Non, s'il te Est-ce que plaît. déjà je peux donner l'adresse? L'adresse, oui, pour Bagnolet. On l'a cherché depuis tout à l'heure. Oui. Alors donc c'est au 36. Donc je rappelle. Donc c'est un spectacle. Sans le savoir, c'est un spectacle de grande qualité qui est gratuit, qui concerne notamment les dangers du numérique. Vous pouvez venir en famille. Il s'adresse à qui? Alors vous pouvez venir en famille, voilà. et notamment aussi avec des enfants à partir de 6-7 ans. Moi, par exemple, moi je viens avec ma fille de 5 ans. C'est possible si c'est des enfants qui restent un petit peu concentrés parce que je crois que ça dure 1 heure. D'accord. Voilà, mais voilà, à partir de 6-7 ans, 5 ans si c'est des enfants voilà, sages comme la mienne. Et alors c'est au 36 rue Pierre et Marie Curie à Bagnolet. Donc 36 rue Pierre et Marie Curie à Bagnolet. Demain soir. L'entrée est libre, gratuite, c'est à 20h. À 20h. À 20h demain soir. Alors, samedi. je rappelle que ce week-end, il y a à Montreuil le salon du livre pour les enfants, et que ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller fassent un saut, parce que le livre, ça fait aussi partie de cette éducation des enfants. Et je rappelle que il y a toujours des activités ce week-end, c'est-à-dire parce que je vois que la pendule tourne. Ce soir, au Centre culturel algérien, donc il y a une pièce de théâtre palestinienne pour ceux qui s'intéressent encore à quelque chose qui s'appelle la Palestine, et que vous en avez parlé, cher Christophe, je crois cette semaine. Le dimanche, il y a aussi une journée sur la Palestine du côté de la salle Gaoumeka. Oui. Alors, un petit mot sur cette visite qui a été extrêmement controversée, cher Tarek, en Tunisie. C'est MBS qui a été reçu par le président Béji Essebsi. Oui. On va faire simple. Donc, sur 22 pays à peu près musulmans, il en visitera 6. Oui. Dont fait partie donc la Tunisie. On va dire que les premiers, c'est le Balhem et les Émirats qui sont tout acquises à la cause des Saoudiens, pour le coup. L'Égypte, la Mauritanie, c'est un peu les Saoudiens qui payent l'économie de ces deux pays. Okay. La Tunisie, quel intérêt elle avait à recevoir MBS? Alors, je la résume, ce voyage, tous contre MBS, sauf le président Béji. Ouais. Et voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations avant, des manifestations pendant, des manifestations après. Il y a eu surtout la saisine de la justice tunisienne pour essayer soit d'interdire la visite, soit de faire carrément arrêter MBS en Tunisie pour le meurtre. Alors il y a une rumeur qui a tourné en plus autour, qui a fait que la MBS a acheté la Tunisie, avec plein de journaux d'Arabie Saoudite qui disent il va donner de l'argent. Et j'ai vérifié, le va n'est pas à ce jour, donc il n'y a pas d'argent. Et une autre... Il y a un prêt, Tarek. Il n'y a pas. Il y a un prêt, une promesse de prêt, comme d'ailleurs au même titre que la France, pardon, Tarek. Promesse. Au même titre que la France. Je me rappelle avec la Libye qui avait promis de l'argent. Il est jamais venu, pourtant on en a parlé. Oui, c'était une promesse. Voilà. La promesse, comme disait Pasqua. Et le don américain alors? Attends, non mais, j'y viens. Alors le don américain, c'est pas MBS. Non, mais il y a un don aussi. Oui, mais je vous parlerai du don quand vous voulez. Mais pourquoi mélanger et pourquoi cette question a été achetée? Donc il n'y a pas de prêt. C'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite, dans son ensemble, fait des prêts. Elle en a fait il y a 2 ans, dont un pour construire un hôpital dans la ville de Gafsa. Comme dit l'autre, j'y étais la dernière fois. Je cherche toujours la première pierre, et c'est pour redonner un coup de propre à la mosquée des Corans. Ouais. J'ai été 2 fois. J'ai pas trouvé encore le seau de peinture devant. Donc en politique, on promet pour pouvoir venir. Et je vais même vous donner une autre confidence sous information. Certains sites disent en fait il est venu pour amener un dossier sur le terrorisme de Ranouchi et des photos comme quoi Ranouchi était avec Ben Laden. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est illégal. Et moi je suis heureux de voir qu'en Tunisie hier et qu'en Algérie demain, la population, les journalistes et quelques hommes politiques s'opposent à la venue de cet assassin. Les choses sont claires. Alors, on me pose la question pourquoi il n'a pas été au Maroc. Il y a au moins 2 grands contentieux. C'est pour ça qu'un MBS n'a même pas demandé à aller au Maroc. Le premier, c'est que les Marocains ont été à côté d'un MBS au début de la guerre du Yémen. Après, ils se sont retirés. Et le deuxième, c'est qu'apparemment, monsieur MBS, il est spécialiste du coup de couteau dans le dos, dans le ventre, où vous voulez. Un pays arabe, pour l'une des premières fois, se présente pour organiser la Coupe du Monde de football. Les Saoudiens promettent de voter pour le Maroc.
et la veille, ils changent d'avis, ils votent pour les Américains. Et je peux vous dire que si MBS était parti au Maroc, c'est pas MBS qui serait attaqué, c'est directement le roi du Maroc par sa population, parce que la population marocaine tient au football et à cette organisation, et que ce monsieur les a trahis. Ouais, enfin, ça n'a pas empêché non plus le Maroc de participer à la guerre au Yémen, et la population n'a rien fait, hein. Non, au début. Ouais, d'abord, il y a participé quand même. Non, mais je vais vous dire quelque chose, Christophe. Comme les gilets jaunes en France, au Maghreb, les gens sont beaucoup plus touchés par les problèmes de foot. Ici, c'est des problèmes économiques, là-bas, c'est le foot. Et quand quelqu'un les touche dans le foot, c'est leur dignité. Pourquoi il y a pas que le foot, il y a quand même une grosse contestation sociale non, mais toute l'année dernière dans le RIF. Oui, non mais il y a pas que le foot au Maroc, il y a quand même des contestations. Le Yémen, c'est pas si bien passé. Non, je parle de MBS. Oui, et ils pouvaient pas venir. Principalement sur ça. Mais sur le reste, bien sûr qu'il y a de la contestation et il y a des prisonniers politiques. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pas comme si le Maroc était une grande démocratie. Mais moi, une question que je vous pose, Tarek, est-ce que vous avez eu peut-être des confidences de cette rencontre entre Béji et MBS? Est-ce qu'il lui a parlé que le fait que, par exemple, de lui remettre le dictateur Ben Ali que l'Arabie Saoudite abrite? Alors j'ai une meilleure confidence que ça, cher Christophe. C'est que là, ça vaudrait le coup pour les coups. Non, mais attends, je vais vous donner une plus grande scoop, disait tout à l'heure notre ami Fatima. C'est qu'aucun Tunisien ne demande l'extradition de Ben Ali. Ni Nahda, ni le gouvernement actuel, ni tous les gouvernements qui sont passés depuis 2011. Donc personne ne veut que Ben Ali soit jugé. Non. C'est ça. Aujourd'hui, vous dites que aucun Tunisien ne veut que Ben Ali soit jugé. Aucun Tunisien politique décideur. Je parle pas de la population. Non, oui, je parle de la population. Non, la population, bien sûr. La partie qui a été lésée par la famille de Ben Ali. Ça aurait pu permettre de faire avaler un peu le. Oui. Non. Mais d'aller jusqu'à le décorer, Tarek, quand même, c'est pas un peu beaucoup. Alors, il y a deux choses. Ça, j'ai appelé les protocoles pour comprendre. On m'a dit, il y a deux choses qu'on ne peut pas faire. Quand un chef d'État demande à venir chez vous, ou vous avez un problème avec lui, comme le Maroc, et vous dites non, mais sinon, vous ne pouvez pas, en termes protocolaires, quelqu'un qui dit, je viens pour vous, vous lui dites, vous venez pas manger dimanche. Oui, mais d'accord, mais il n'est pas obligé de décorer. Attendez. Et quand on reçoit le chef d'État à chef d'État, on décore des insignes de la République. C'est la règle. Et j'ai calculé l'autre jour le nombre d'insignes qu'avait eu Ben Ali pendant les 20 ans de pouvoir. C'est quelque chose de fou, y compris dans des universités qui ont sorti et qui sortent encore aujourd'hui les meilleurs professeurs du monde. Donc, les usages protocolaires, moi je suis contre cette visite, je l'ai dit ici. Et je vous dis que je dirais que 98% des Tunisiens sont contre. Et d'ailleurs, la meilleure image pour ceux qui ont regardé la télévision tunisienne, c'est quand MBS arrive au palais de Carthage et que le président tunisien lui présente les gens, il n'y a aucun ministre, aucun membre du gouvernement, il y a tous les membres de cabinet du président. Donc en fait, le président et ses collaborateurs ont reçu ce type. Il paraît qu'il l'a appelé papa. Non mais l'autre dit... Tu connais la politique des Arabes, comme moi je te dis mon fils, tu vas pas me dire non, je suis pas ton fils. Ouais. Alors est-ce qu'on a l'habitude? Moi je te dis, Christophe, c'est comme mon fils, c'est son fils. Il y a quand même des gens, j'aimerais pas qu'ils m'appellent papa. Hein. Bon. Excusez-moi, Tarek. Non, ça c'est un. Et deux, même le Premier ministre n'a pas eu de rencontre avec lui, et le Premier ministre a été invité juste pour le dîner, et on a vu les images super rapides. Donc, je résume ce voyage, tous les Tunisiens, institutions et majorité de la population étaient contre. Oui. Nahda, bien sûr, était contre, puisque lui, il est contre le Qatar, donc contre Nahda, donc contre l'Arabie Saoudite. Non, l'Arabie Saoudite. Oui. Et contre Nahda, oui. Parce qu'elle considère que Nahda, c'est le Qatar et c'est la Turquie, oui, les frères musulmans. Okay. Donc, il n'a pas été reçu, le Premier ministre l'a pas reçu, le président personne l'a reçu. Et il a été reçu par M. Béji et quand l'autre est président de la Tunisie. Oui, voilà. Donc toute la Tunisie est contre, sauf son président. Vous pouvez retenir cette formule, cher que ça. Oui, on la retient volontiers, cher Tarek. Merci à tous. Je peux juste rappeler les moments de demain, Christophe, ça te dérange pas? Pour les gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes, pardon, demain c'est 13h30. Les gilets jaunes à Dama. Voilà. Comité Adama donne rendez-vous et tous ses partenaires donnent rendez-vous à 13h30. Notamment, il y a l'intersyndicale des cheminots. Enfin, il y a du monde demain pour les gilets jaunes. Saint-Lazare. À Saint-Lazare, donc à 13h30 et ensuite tout le monde part vers les Champs-Élysées et je le disais, je le rappelle juste voilà une petite dernière fois, donc demain soir après la manif, donc allez manifester avec les gilets jaunes, etc. Vous allez être fatigués, vous allez récupérer toute votre famille, vos enfants, etc. et vous venez à Bagnolet, donc c'est rue Pierre et Marie Curie, je vous donne l'adresse exacte, je la retrouve, elle est là, 36 rue Pierre et Marie Curie, donc à Bagnolet à 20h, c'est gratuit. Et il y a un débat juste après sur les dangers du numérique, comment on fait à la maison, etc. avec les enfants, l'école, etc., etc.
etc. Ça va être passionnant. Vous pouvez aussi venez nombreux, on y sera. Vous pouvez aussi prendre vos téléphones et il y a une fonction qui, si elle s'affiche chez vous, elle vous indique le nombre d'heures de consommation de votre écran par jour. Ah oui. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis à 12, mais par contre, j'ai vérifié qu'est-ce qu'il y a dans les 12. Parce que quand j'ai vu 12, j'ai dit, ça veut dire que je dors pas. En fait, il y a la partie administrative, c'est-à-dire les mails. Bon, donc, dans nos métiers, on a 4, 5, 6 heures de mails sur le travail. Donc, il y a vous en avez vraiment beaucoup, hein. Ah oui, moi j'ai 4, 5, 6 heures de mail, vous en avez beaucoup alors. Ah ben moi j'ai au moins... Il a une vie, il a plein d'amis, il a plein de clients, il a plein de patrons. Voilà. J'en ai en moyenne 200 par jour pour faire simple. Voilà. Et malgré ce que j'ai mis de côté. Hein. Bon après il y a je sais pas quoi, peut-être 1 heure de WhatsApp. Après pour peu que tu regardes un film qui fait 45 minutes, bah ça s'ajoute. Donc en fait c'est... Oui mais là c'est parce que nos auditeurs et nos auditrices, excuse-moi, ne savent pas que sur WhatsApp, mais tu ne t'arrêtes pas. Oui, en fait, ici, toute l'équipe, moi je le dis, d'ailleurs, la fonction, moi j'ai enlevé le son, parce qu'il y a 1000 messages par jour. Enfin, si un jour tu ne suis pas, mais t'as 1000 messages de retard. C'est ça. Et ça parle de la Syrie, ça parle de la Palestine, ça parle de Macron, de sa voix, voilà, ça parle de tout. Non, on n'a pas parlé de sa voix. Pas simplement pendant l'émission de radio, l'émission de Christophe. Alors, ça se poursuit sur WhatsApp, c'est vrai. Et c'est H24. Ce qui m'a rassuré, en fait, c'est tous les écrans qu'on avait avant, d'une manière séparée. Oui, la télé. Voilà, la télé et autres se retrouvent sur le même écran. C'est pour ça que ça donne ce nombre d'heures. Maintenant, il faut y aller. Il est 18h09, les amis. Donc, il est temps de largement de rendre l'antenne. Je m'excuse pour les 8 minutes qu'on a chopé. Bon, merci à vous. Je les ai négociés, vous inquiétez pas. Bientôt. Merci beaucoup, Tarek, Fatima. Et puis, demain soir, tiens, un petit mot aussi. Vous avez Handi Benani, qui est un grand monsieur du Malouf, qui sera au Cabaret Sauvage avec Mehdi Haddad. Donc, une belle rencontre musicale demain que vous propose donc le Cabaret Sauvage, Speed Caravan en collaboration donc avec le Cabaret Sauvage et l'Institut du Monde Arabe qui, pour la petite histoire, a été inauguré un 30 novembre 1987 par Mitterrand. Oui, ça ne s'invente pas. Bonne soirée à tous. Une initiative de Valérie Giscard d'Estaing. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir à tous. Édouard Philippe et François de Rugy, ministres de la Transition écologique, se sont exprimés après avoir reçu un gilet jaune à Matignon aujourd'hui. Selon le Premier ministre, le débat a été franc, il a été respectueux avec le représentant des gilets jaunes qui est resté discuter avec eux pendant une bonne heure. L'entretien qui a été plutôt court pour Jason Herbert, l'un des porte-parole des gilets jaunes. Il n'est pas resté très longtemps à Matignon. L'entretien a été écourté car il souhaitait que la rencontre avec le Premier ministre et avec le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soit filmé, ce qui a été refusé. Les Gilets jaunes qui s'apprêtent à lancer l'acte 3 de leur mobilisation demain avec notamment un appel au rassemblement sur les Champs-Élysées. L'avenue sera fermée à la circulation. Seuls les piétons pourront s'y rendre avec de nombreux contrôles. Objectif, éviter de nouvelles échauffourées. Les dégâts des incidents de la semaine dernière ont coûté plus d'1 million d'euros à la ville. Et puis il y a également actuellement une mobilisation des Gilets jaunes à Bruxelles avec plusieurs centaines de manifestants. Il y a des heurts avec les forces de l'ordre, voitures de police renversées et incendiées. Des salmonelles retrouvées dans des produits fabriqués par la tour 2 de l'usine Lactalis de Cran en Mayenne. C'est ce que révèlent des documents de la Direction générale de la santé. Le géant laitier a toujours assuré que le phénomène de contamination avait été limité à la tour 1 de l'usine. C'est sur cette chaîne de production qu'avait été fabriqué le lait infantile contaminé aux salmonelles. Le G20 de Buenos Aires a débuté officiellement. Emmanuel Macron a échangé avec Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le ministère des Affaires étrangères saoudien a partagé un cliché sur Twitter. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.